Ça serait quoi votre gros apprentissage là de cette dernière année? Alors, le truc que vous avez Ah, c'est compris une bonne ou question. appris? Si, alors c'est un apprentissage bullshit. Enfin bullshit. C'est un apprentissage un peu le genre de grande vérité facile, mais moi ça m'est frappé en pleine gueule positivement cette année. C'est euh, tu, tu surestimes ce que tu peux faire à court terme et tu sous-estimes ce que tu peux faire à long terme. Et que je pense que la vraie obsession d'un entrepreneur ambitieux doit être les intérêts composés et le comprendre. Et ça, vraiment, je le dis, euh, tout ce que vous devez faire, à partir du moment où vous n'êtes pas en danger de mort, évidemment, si vous êtes en danger de mort, juste signer des deals et puis voilà, tu vois. Mais si votre boîte est en développement, pensez à tout ce que vous pouvez faire sur lesquels vous pouvez capitaliser. Et tout ce que vous faites sur lesquels vous ne capitalisez pas, partez du principe que vous allez le payer d'ici 1 an, ou 6 mois, 1 an ou 3 ans en choses que vous auriez fait à la place qui auraient comprendre. C'est-à-dire que la même boîte, tu la prends à un instant T, tu la fais faire que des choses qui peuvent comprendre ou que des choses qui peuvent pas comprendre. T'as deux boîtes qui sont même avec 4 catégories d'écart au bout de 3 ans, en vrai. Et ça, nous, on s'en rend compte de plus en plus parce que nous, on a une partie qui est scalable, une partie qui est semi-scalable. Et donc, du coup, nous, on est en train d'essayer justement de bien verrouiller les boulons par rapport à ça. Mais moi, d'un point de vue de CEO de boîte, tu vois, ça m'a vraiment, vraiment transformé mon approche de mon job, en fait. Moi, je dirais que c'est le fait, c'est le jour où j'ai compris qu'on était dans un game de communauté plus qu'un game de business, que j'ai compris qu'on avait eu 1000 fois de raison de faire ce qu'on avait fait, de se construire en public. Et en fait, c'est la chose que je répète tout le temps aux gens, en fait, à chaque fois, c'est mais en fait, mettez en avant ce que vous faites, mettez en avant même. En fait, je dis souvent aux gens, ça c'est pour les gens, pour les faire passer dans les médias, donc c'est une grande échelle. C'est con d'avoir créé une Ferrari et de la laisser dans le garage. Montrez-la. Mais c'est aussi important quand tu es un entrepreneur de montrer aussi la construction de ta Ferrari, en fait. Et parce qu'en fait, c'est en leur montrant comment tu es en train de la construire que tu vas réussir à la fin à la construire mieux et plus vite, parce qu'en fait, tu auras des retours des gens, plus facilement des retours des erreurs que tu peux faire, d'axes d'amélioration, parce qu'en fait, tu as beaucoup plus de gens qui voient avec toi la construction. C'est comme si vous étiez plusieurs à regarder en même temps le travail que vous êtes en train de faire. Et donc, nous, la meilleure chose qu'on a réussi à faire, donc le meilleur apprentissage que je pourrais dire, c'était de se construire en public, en fait. C'est de non-stop un peu communiquer sur les choses importantes que tu fais, ou les problèmes que tu as, ou que tu as besoin d'aide, de non-stop le faire, en fait, parce que les gens vont être beaucoup plus bienveillants que malveillants et que ça te change clairement ta vie professionnelle, évidemment, aussi un peu personnelle, parce qu'en fait, tu as tellement plus d'opportunités, donc tu gagnes de la visibilité, aussi de la crédibilité, et donc à la fin, même des leads commerciaux. Donc en fait, c'est vraiment un cercle vertueux. Et tu vois la théorie des 10 000 heures. En gros, la théorie des 10 000 heures, ça stipule que si tu travailles 10 000 heures sur un domaine, tu deviens un expert mondial dessus. Et Cécile nous a fait la réflexion de, quand tu builds in public, c'est facilement la moitié. Parce que du coup, toutes les heures que tu passes à itérer ou à chercher des solutions ou à te tromper, en fait, tu gagnes ce temps-là en build in public parce que du coup, si tu fais une connerie ou si t'es dans la mauvaise voie, tout de suite, on te le dit. Ouais. Au lieu de passer 2 mois, 3 mois dans la mauvaise direction. Je trouve ça vachement intéressant. Et en plus de ça, mondialement reconnu, c'est-à-dire reconnaissance de ton expertise. Donc, le business public te permet de créer ce levier-là déjà de visibilité, qui te permet potentiellement de diviser le truc par 4, quoi. Ouais, c'est ouf. Build in public, les amis. Et écoutez, et toi? Ah oui, j'ai pas répondu, c'est vrai. On est des intervieweurs, on oublie pas. Hein. Moi, ça serait que... tu sais, il y a cette phrase de Miyamoto Musashi. Je vois pas du tout qui c'est. C'est le samouraï le plus connu de l'histoire des samouraïs. Je peux pas savoir comment tu connais ça, mais... je sais plus. Mais qui a faire des écrit, Yu-Gi-Oh quand j'étais petit. qui a écrit qui a écrit plusieurs livres de sa philosophie de vie. C'est passionnant d'ailleurs, mais qui a une philosophie de vie de malade mental. C'était un mec en mode monk mode, tu vois, mais avant l'heure. Il a écrit un livre qui s'appelle le Hagakure. C'est un petit peu son ainsi parla Zarathustra à lui, quoi. Ouais. Et il a cette phrase là qui que j'extrapole de plein de manières, mais qui m'a un peu retourné le cerveau. C'est je vais dire en français, c'est d'une chose connaît 1000 choses. C'est-à-dire qu'en gros, si tu deviens suffisamment expert, mais à l'échelle vraiment atomique d'un sujet, ça va te donner des vérités universelles qui vont te permettre de comprendre énormément d'autres choses sur plein d'autres domaines. Typiquement, c'est un truc c'est un truc vraiment que j'observe avec, par exemple, la musculation. La musculation m'a appris énormément de choses sur l'entrepreneuriat. Je veux bien te croire. Hein. Et si tu regardes à l'échelle atomique du truc, les mécaniques de croissance, par exemple,
physiologiques d'un muscle, par exemple d'un corps, vont être les mêmes qu'une entreprise, exactement les mêmes. Et donc ça m'a appris un truc, c'est déjà euh, la profondeur d'un... Tu perdras jamais du temps à atteindre un niveau de profondeur extrême pour rejoindre la logique d'Eddie Miller sur un sujet parce que ça va t'ouvrir un champ de compréhension quasi universel en fait, vraiment, et ça c'est un truc que j'ai observé. Et deuxième truc, bah, c'est que quand tu ne surtout pas genre la curiosité intellectuelle en fait, et limite c'est limite du bon sens quand t'es entrepreneur. Pourquoi? Parce que bah le fait d'aller creuser des sujets avec passion, même des sujets qui ne corrèlent pas directement à l'entrepreneuriat, au marketing, à la vente ou quoi, vont te donner énormément en fait de briques élémentaires de compréhension, De profondeur à ce que tu et fais. de profondeur, et c'est assez fou, et je trouve des parallèles avec plein de choses. Et donc en fait on en vient à cette idée de, tu vois, faire cohabiter spécialisation quasi quasi Asperger quoi, avec cette curiosité intellectuelle. Et cette phrase là en fait c'est limite un mantra pour moi, et ça me permet de me rappeler qu'en fait finalement ouais, aussi épars en fait les sujets soient-ils, tu peux toujours trouver des universalités entre les sujets, et je trouve ça beau, voilà. Complètement d'accord. C'est peut-être un petit peu méta conceptuel, j'en Non, sais mais rien, je comprends très bien. mais Et du coup, on voit comment tu t'es renforcé musculairement. On voit ce que ça fait si t'as accompagné une boîte avec Scalesia. ouais exactement. Je pense que le premier, c'est le non-sens et la distance qu'on doit prendre avec les conseils. Je pense que les conseils, ils veulent quasiment rien dire parce qu'ils sont donnés par des gens qui sont ce qu'ils sont, à d'autres personnes qui sont même très différentes, qui ont vécu un business qui est pas du tout aligné avec le mec qui donne le conseil. Là, j'ai un pote, il a étudié avec le fils de Bernard Arnault et il me racontait que la première boîte qu'il a montée, toutes les semaines, Bernard Arnault lui avait dit, OK, je vous donne une demi-heure de Bernard Arnault, c'est pas rien, pour vous pitcher sur votre boîte. Et le mec allait une demi-heure prendre un coup de coaching de Bernard Arnault. Mais en fait, c'était les pires conseils du monde. Bernard Arnault est aujourd'hui première fortune du monde. Mais les conseils sont pas du tout les bons, puisqu'il y avait un entrepreneur early stage qui était en train de voir comment est-ce qu'il pouvait faire un 0 à 1 face à un mec qui se bat au quotidien pour faire d'un 1000 à 1 million. Et ça, c'est le cas extrême, mais globalement, je trouve que tout est comme ça, et c'est ce que j'ai beaucoup entendu. Beaucoup de mes speakers viennent et disent, on a Justine Renaudet de Colette Club, par exemple, qui a fait un pitch entier sur les 5 pires conseils qu'on m'a donnés pour lever des fonds. Et en fait, elle t'explique à quel point les 5 conseils les plus basiques qu'on connaît pour lever des fonds sont globalement pas très réels, tu vois. Donc ouais, moi, ça m'a fait prendre beaucoup de recul sur les conseils. Je pense que puis j'ai passé un temps fou à écouter les conseils des gens aussi, et je pense que ça sert à rien, quoi. Faut passer du temps à avancer. Quoi les pires conseils? On m'est donné. Ouais. En fait, il y a pas de pire conseil. Le truc, c'est que c'est un peu comme les citations. On te dit, tu vois, il y a une citation qui dit on n'a qu'une vie, profites-en. On n'a une citation qui nous dit attention, ce qu'on a de plus cher, c'est ta vie, donc reste calme. J'ai donné à peu près le pire exemple que je pouvais donner, mais globalement, tous les concepts de la vie sont justifiables d'un côté ou de l'autre par une citation un peu blabla que des gens s'attachent à tenir au quotidien. C'est exactement pareil pour les conseils. C'est que le problème, c'est que si tu demandes 100 personnes leur avis sur quelque chose, je sais pas comment on appelle cette loi-là, mais au final, par granularité, tu vas avoir un conseil moyen qui est la somme de tout le monde. Donc en fait, je pense que c'est pas très utile de passer beaucoup de temps à prendre des conseils. Et tu peux aussi fonctionner de façon bayésienne et pas chercher à homogénéiser les avis, mais à te dire ok, quelles sont les proportions. Je vais identifier les grandes catégories de conseils, voir lequel est le plus récurrent, et statistiquement je vais me concentrer là-dessus quoi. Mais je te rejoins parfaitement sur en fait le conseil est intéressant que si t'as un contexte derrière, et si tu le pondères comme tu l'as dit en fait, avec ton contexte à toi, avec le contexte de celui qui l'émet. C'est ça. Faut pas te pousser générique, en fait. Ouais, en ayant conscience qu'il y a un biais du survivant quoi qu'il arrive, et que bah de toute façon il y a jamais de vérité absolue. C'est un truc que je dis tout le temps, c'est 99% des entrepreneurs vont te dire que l'objectif c'est d'aller chercher du cash le plus vite, et que t'as une corrélation, limite une causalité entre la vitesse avec laquelle tu vas chercher tes premiers euros et le potentiel de réussite de ta boîte. Puis après t'as OpenAI avec ChatGPT qui a mis 10 ans à monétiser quoi que ce soit avec ChatGPT, enfin voilà.
et qui font 200 millions de MRR le premier mois, quoi, de monétisation. Et donc, en fait, t'auras toujours des contre-exemples qui vont venir infirmer la moindre règle que t'essaies de dicter. Et après, bon, bah, au-delà des conseils, t'as les grands principes que tu vas vouloir les plus universels possibles, quoi. On a une soirée mémorable où on avait Mathieu Lolland, qui est un mec qui a créé un truc qui s'appelle le Club Bootstrap, qui a fait un talk de 15 minutes sur pourquoi ne pas lever de fonds. Et juste derrière lui, il y avait Simo, dont j'ai oublié le nom de famille, mais qui est le CEO de Folk, qui a fait un pitch sur pourquoi lever des fonds beaucoup rapidement et auprès d'un maximum de personnes, en gros. Et en fait, ça a illustré tout ce qu'on se dit, c'est que à la fin du pitch de Mathieu, tu dis putain, il a tellement raison, jamais de ma vie je lèverai de fonds. Et le talk d'après, je me suis dit putain, il a tellement raison, faut que je lève de l'argent beaucoup vite et auprès d'un maximum de personnes. Et en fait, ça prouve que y a pas de vérité, il y a juste on est juste une éponge qu'il faut enrichir d'un maximum d'expérience, mais il y a des gens qui écoutent vraiment des conseils, hein. Des entrepreneurs, j'ai l'impression, genre, pourquoi tu fais ça? Ils me disent ah putain, c'est parce que Benoît Dubois il m'a dit de faire ça, tu vois. Je sais pas, ça va jamais arriver, mais Personne ne suit mes conseils, moi, donc. mais non, mais dans l'idée c'est ça. C'est absolument stupide. En plus de ça, c'est oublier que potentiellement tu peux faire les deux. Tu peux très bien faire une boîte dans un premier temps qui bootstrap et deuxièmement, enfin donc t'as pas de d'exclusivité entre les conseils et d'hermétisme entre les conseils non plus. Ça. Par contre, la pire erreur, je pense, ce serait d'essayer de faire une synthèse des deux. Là c'est compliqué, mais Ce serait d'essayer de lever rapidement, enfin peu lever d'argent. un petit peu, etc. Mais non, effectivement, je pense qu'il y a d'une manière générale, c'est pas un conseil que je donne, hein, c'est une observation. Mais t'as un premium, je pense, à la radicalité, à l'intensité. Ouais, Tout ce que c'est tu sûr. fais. C'est-à-dire que si ton but c'est de lever de l'argent, enfin, si tu prends comme axe de développement, tu prends la trajectoire funding, et lève le plus d'argent possible, Ouais, quoi. c'est sûr. Vas-y à fond. N'y va pas à demi-mesure. Si tu bootstrap, par contre, vas-y à fond et ne transige pas dessus. Ponce cette voie-là au maximum. Jusqu'au jour où là tu te rends compte que ça devient contre-productif, quoi. Et ça, tu peux l'appliquer pour n'importe quoi. Mais ouais, cette notion de focus, par contre, je pense que ça, c'est une constante. Si je fais beaucoup de muscu, t'as deux grandes familles de mecs qui vont à la salle. T'as les bodybuilders, gens qui ils vont pour prendre du muscle, et les powerlifters qui vont pour être le plus fort possible sur 3 mouvements clés. Et entre les deux, t'as ceux qui excellent en rien, c'est les powerbuilders. Qui vont faire un petit peu de power, un peu de force, qui vont faire un petit peu de body, mais donc ils ont des physiques éclatés comparés au body, et ils ont une force éclatée comparée au power. Et en fait, ils ont succombé en fait à un entre-deux qui fait qu'ils excelleront jamais nulle part en fait. Et après, bah, tu peux très bien exceller dans la médiane que tu veux occuper, hein, mais je pense que si vraiment tu veux atteindre ton plein potentiel dans quelque chose, bah à un moment donné, faut te ranger dans un bord ou l'autre. Et y aller à fond, y aller à balle. Et pas transiger. Ça me fait penser à FIFA, le jeu de foot. Où FIFA, donc les notes, on était sur 20, tu vois. Les joueurs à 81, c'est une très bonne moyenne, mais qui ont 81 partout, sont jamais des bons joueurs. Les meilleurs joueurs, c'est ceux qui excellent dans l'une de leurs features, et qui sont du coup très mauvais dans d'autres. Mais je pense que dans le jeu, comme dans la vraie vie, et même plus qu'au-delà du foot, il vaut mieux avoir un de la radicalité et deux potentiellement des forces, des compétences clés très poussées plutôt qu'être moyen. Et je crois que tu avais fait un post là-dessus qui m'avait intéressé d'ailleurs, sur peut-être plusieurs compétences, le fait que c'était plus intéressant d'être moins bon quelque part et très bon autre part que d'avoir, ça dit quelque chose ou pas? Ouais, bah c'est le principe de T-shape. Ok. Ah mais oui, mais c'est ça en fait, tout simplement. Où tu vas avoir moi je suis partisan à 1000% du fait de maximiser ses forces plutôt que minimiser ses faiblesses. Ouais. Maximise tellement tes forces, excelle tellement dans ce pourquoi t'es prédisposé qu'en fait bah tes faiblesses, tes lacunes en deviennent des moments sujets. Parce que tu vas tellement briller outre mesure par rapport à tes potentiels que ce dans quoi t'es nul, en fait les gens s'en foutront, et puis même toi tu t'en foutras, quoi. Et là où en fait j'ai l'impression qu'on a tendance à on en revient à l'éducation en fait, hein.
On vit dans une société où t'as très peu de marge pour exceller. On n'attend pas toi d'exceller de façon déséquilibrée dans un domaine au détriment d'un autre. Si pendant toute ta scolarité tu te la donnes de fou en histoire géo et en maths, mais qu'à côté de ça en langue t'es éclaté au sol, et ben on fera tout pour augmenter tes Non, c'est un bon exemple. plutôt que de te dire de poncer au maximum, ce dans quoi tu kiffes bosser en fait. Et je trouve ça assez dommage, et je pense que le contre-pied de ça, c'est le meilleur moyen de te différencier, de trouver ta démarcation par rapport aux autres, et vraiment d'apporter quelque chose de cool. Et en plus, c'est là qu'on voit, en fait, on retombe un peu sur nos pattes par rapport à notre discussion, par rapport au fait que t'es là dans ce fauteuil. C'est le fait que, bah, toi, avec Founders Night, t'as finalement trouvé tu vois, t'as trouvé le moyen d'exploiter pleinement, bah, tes prédispositions à toi. Oui, c'est sûr. Donc, de bienveillance, de gentillesse, d'ouverture aux autres, de générosité. Alors, en fait, t'as créé ce lien avec cet événement-là, et on voit, en fait, genre la quantité de choc à pic que ça fait, quoi, quand tu trouves ce truc. Et c'est trop cool. Mais ça crée un gros souci qui est un sujet, je pense, qui est pas assez posé, c'est que, à nouveau, en tant qu'entrepreneur, j'aime les modèles quand même scalables, et aujourd'hui, j'ai une équipe géniale, mais si je me barre au Brésil et que je quitte LinkedIn, je sais pas à quel point la Founders Night peut continuer à exister. Et c'est un vrai sujet parce que du coup, si je me casse, tout ça n'existe plus. Ça a pas montré ce que je voulais que ça montre. Bon, ça a montré que je parlais aux gens et que j'avais une faculté à être suivi. Mais ça veut dire que ce que j'ai créé n'a pas dépassé ce que j'ai été et ce que j'ai transmis, tu vois. Demain, tu te casses, tu penses que ça se passe comment, ce qu'elle allait dire? Est-ce que c'est une question que tu te poses souvent? Ça va de mieux en mieux, hein. Ça va de mieux en mieux. Ça dépend des sujets. On est organisé en pôle. Il y a des pôles qui tournent sans moi, sans aucun problème. Par contre, le pôle média, aujourd'hui, a encore besoin de moi. Voilà. Et donc, petit à petit, ça s'organise. Mais moi, ça me va plutôt bien. J'ai pas forcément envie de me sortir complètement de l'opérationnel, en tout cas sur la partie média, parce que ça me fait juste kiffer de faire du contenu. Mais je sais, voilà, typiquement, demain, j'enregistre plus d'épisodes. Bah, il y a plus rien à publier sur la chaîne. Voilà. Mais par contre, c'est fondamental de choisir. En fait, c'est les goulots d'étranglement qui nous font kiffer, de pas les subir, quoi. Et typiquement, moi, ça me rendrait fou de continuer d'être skin the game dans l'opérationnel, et que ce soit impossible de faire tourner le service sans moi, quoi. Bien sûr. Ça me rendrait fou, et c'est pour ça que j'ai systémisé le truc, qu'on a délégué, que mon cofondateur s'en occupe, etc., quoi. Ça serait quoi les 3 apprentissages là, cette dernière année, qui te viennent intuitivement? 3 trucs que t'as appris, que t'as compris, t'aimerais nous partager? Alors, je crois que je me demande si les gens comme toi qui arrivent à construire des théories qui n'avaient jamais été émises le font. Est-ce que tu te poses pour le faire ou est-ce que ça te vient à la tête d'un coup comme ça? Ouais, c'est une question d'abord. Je suis chaud de. Alors, tu sais, il y a 2 modes de créativité. C'est introverti, extraverti. Ouais. Extraverti, c'est quand t'échanges avec quelqu'un. Introverti, c'est quand c'est en train de ça décante, quand t'es tout seul, en train de bosser, ou en mode passif, en train de marcher, en train de te doucher ou quoi. J'aurais pas de ratio, mais c'est plutôt équilibré. Mais tu te Ça poses vient, en te disant, ok, il y a un sujet que j'ai envie de creuser et d'en non, sortir. ça décante tout le temps. C'est toujours une décantation, genre, c'est une prise de conscience à un instant T. Ok. Ouais, et c'est toujours, par contre, à des moments où je m'y attends pas. C'est assez rare que je me retrouve à développer un modèle. Je vais avoir un sujet, par contre, je vais me poser pour développer le modèle, développer cette intuition. Mais c'est jamais, tu sais, c'est jamais un truc de design fonction ou quoi, ou en mode j'ai ce problème-là, je vais développer une théorie, un framework ou quoi qui va me permettre de résoudre le truc. Non, c'est je prends conscience du framework et je me rends compte qu'en fait ça résout ce problème-là. Ok. En général. Je te demande parce que moi j'ai l'impression quand même aujourd'hui peut-être que ça changera, mais d'être plutôt plus à l'aise avec le fait de savoir en quelle théorie je crois ou non, plutôt que d'inventer les miennes. Et je réponds à ta question. C'est
pour ça que je l'ai posé. Je pense que le premier point clé qui est phénoménal et qui pourrait être l'objet d'un cours entier, c'est les effets cumulés. C'est moi j'ai commencé en tant que cuisinier pour une startup. J'ai commencé en tant que livreur à vélo pour Take It Easy, puis cuisinier pour une startup. C'est comme ça que j'ai découvert l'entrepreneuriat. T'étais chez Take It Easy? Ouais, C'est génial. en livreur, ouais. Les recettes pompettes. Les recettes pour Tu l'émission, bah, je me souviens de l'émission. Bah, c'était sponsorisé par Take It Easy à Ah, l'époque. mais ça va. Moi, j'étais juste livreur. C'est comme ça que j'ai connu Take It Easy Ah, à mais si, en l'époque. plus, je me souviens du moment où il lui ramène le sac. Ouais. Ouais. Donc ouais, j'étais livreur à vélo pour Take It Easy et ensuite je suis devenu chef cuisinier pour une startup belge qui s'appelle Menu Next Door qui Avec Valentin Richard. qui arrivait à The Family. Et donc par hasard, alors j'étais cuisinier, hein, il y a une image de moi sur France 2 où j'explique: salut, je m'appelle Martin, j'ai 20 ans, je fais des pâtes thaï dans le deuxième arrondissement de Paris. Je suis trop content d'avoir rejoint la startup parce que je gagne de l'argent Nani. Depuis ce jour-là, il y a 8 ans, je n'ai cessé chaque jour d'avancer, même quand j'étais pas sûr de où j'allais. Et c'est le conseil que je donne à tous les jeunes un peu perdus entre 16 et 20 ans. C'est juste d'y aller vite, fort et avec panache, mais peu importe la direction. Et ce qui est phénoménal, c'est que aujourd'hui, je cultive des fruits de graines que j'ai posées pendant que j'étais cuisinier pour The Family. Et donc on voit beaucoup les effets cumulés comme un truc un peu court terme, mais moi tu vois, sur 8 ans, c'est phénoménal. Rien ne me prédestine à ce que je suis en train de faire maintenant, et tout est le fruit de hasard, tu vois. Donc avancer. Ça, c'est quand même mon gros learning et ce que je m'arrêterai jamais de faire. La deuxième chose, je pense que c'est de partager, c'est lié à ce qu'on disait, hein, d'engager les gens avec toi, et donc de créer du contenu. Je pense que j'ai mis vachement de temps à me rendre compte que j'étais légitime à m'exprimer. Et une fois que tu kills ce truc et que tu t'en fous de tous tes potes qui te foutent de ta gueule parce que t'es un influenceur LinkedIn, bah aujourd'hui j'ai une puissance d'expression et de reach qui est phénoménale. Moi, il m'est arrivé des trucs. Là, les 3 derniers mois, j'ai sauté en parachute pour une opération de com de Stello, grâce au fait que je crée du contenu sur LinkedIn. Je suis allé en Afrique pour l'ouverture d'un startup studio où j'ai découvert un monde incroyable, et j'ai officiellement préparé et organisé bientôt des Founders Night partout en France, partout dans le monde même, juste pour une seule raison en fait, c'est LinkedIn et la création de contenu. Tout ce qu'on dit depuis le début, si je crée pas de contenu sur LinkedIn, ça n'existerait pas en fait. Donc ça c'est quand même phénoménal. Et la troisième chose, je pense, c'est de absolument, c'est facile à dire, mais se battre au quotidien pour garder les pieds sur terre. C'est vraiment très dur. Et moi, pour l'instant, j'ai qu'un type, c'est de faire, de passer du temps avec les gens qui sont proches et qui sont pas liés à qui sont proches de nous et qui sont pas liés à ce qu'on fait. Moi, j'ai des potes, ils me parlent, quel bonheur dans ma vie où je parle tout le temps de start-up, d'aller parler de l'augmentation du gramme de shit à Gallieni et du score d'Auxerre contre Annecy, tu vois. Et ça, je pense que c'est presque la clé de la force que j'ai en moi. C'est qu'il y a une partie de moi qui est totalement dans le monde des nobody et de la vie réelle et de la vie quotidienne qui est pas forcément hyper excitante, du français et du citoyen du monde basique, tu vois. Mais je les vois tous un par un, moi, les gens qui décollent et qui ont pensé qu'ils étaient des stars et qui se mettent à vivre comme s'ils étaient meilleurs ou comme s'ils valaient plus que d'autres. Et je pense que ça c'est la chose la plus triste qui puisse arriver à un humain, c'est de se sentir décoller, parce que tu décolles forcément, mais un jour tu retombes, et quand tu retombes, ça fait super mal. C'était clair? C'est clair, en Je sais fait. jamais si c'est clair ce que je dis. Non, c'est super clair. Et Ok. en fait, c'est tellement clair que je sais même pas quoi rajouter. Ok, trop cool. Merci. Non, justement, pourquoi je dis justement? C'est vraiment un mot de liaison qui Ouais. veut rien dire. Bah, sauf si tu as un truc à justifier, mais.
Voilà, j'ai rien à justifier parce que je vais dans ton sens. Donc, et j'ai rien dit au préalable, donc ça ne veut rien dire. Mais la fame a ce truc de, enfin, je comprends, enfin, j'ai du mal à comprendre. Je le comprends, mais c'est un truc qui me parle pas en tout cas. Cette notion de fame, cette notion de fame qui te monte à la tête. Ouais. Mais tu les vois, ces gens-là. Alors j'en connais peu perso. Arrête. Bah en tout J'ai cas, écouté quelques podcasts, je pense qu'il y en a plus d'un qui sont concernés par ça. ouais, mais là je saurais pas te donner de nom. Non, mais sincèrement. j'en voulais pas, mais. Non, mais même Ah ouais, là, il y en a pas qui même disent en tête. dont la fame vraiment leur monte à la tête. Ouais. Là, j'en vois pas. Je pense que t'es plus dissocié que moi des gens et des choses, peut-être. C'est possible. Ou alors peut-être que je m'expose pas à cette part-là d'eux, en fait. Peut-être. C'est vrai. Peut-être, mais parce que c'est juste un truc qui me parle pas. En fait, je suis pas du tout réceptif à ça, quoi. Alors, je suis pas du tout réceptif à la notion de fame, me concernant et concernant les autres. Je m'en tape, mais complet. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me suivent, etc., machin, mais je m'en fous. Mais ça ne nourrit pas mon ego. Je suis content de leur apporter de la valeur. Je suis content qu'ils apprécient ce que j'ai à leur proposer. Je me sens super chanceux de ça. Mais je pense que c'est comme toi, en fait. Enfin, je ne m'identifie pas à ça, quoi. T'arrives vraiment à créer un mur entre toi et les autres? C'est purement parasocial. J'ai compris que les gens qui s'attachent à un créateur de contenu en ligne, moi ou n'importe qui, la relation est purement parasociale déjà. Y a pas de notion d'amitié, y a pas de notion de proximité en tant que telle. Et que, ils s'attachent à un avatar. Le Benoît Dubos sur LinkedIn, c'est un avatar de Benoît. Martin a créé Martin, c'est un avatar sur LinkedIn, c'est ton avatar. Et donc je sais qu'ils sont attachés, qu'ils sont attachés, c'est tout relatif sur LinkedIn, mais qu'ils suivent, qu'ils apprécient cet avatar-là. Peut-être qu'ils m'apprécieraient moi en tant que personne. Ils te connaissent pas. Mais ils me connaissent pas en fait, tout simplement. Donc à partir de là, je vais pas faire l'amalgame entre les deux, ça serait débile. Et je trouve ça dommage de le faire en fait. Non, mais là, on a parlé un peu des grands, des grosses victoires, des gros changements dans l'histoire de Skelésia. Est-ce qu'on passerait pas justement aux grosses défaites? aux grosses défaites? Aux grosses défaites. Aux grosses défaites, on avoir est- gardé Jules. On est en train de faire un putsch sur le modérateur. Je sais pas si tu te rends compte qu'on est en train de reverse l'interview depuis tout à l'heure. C'est maintenant, on va te poser des questions, Benoît. Posez-moi Et des tu vas, questions, et les tu gars. vas nous répondre, ok? Parce qu'il y en a marre. Il y en a Que ce soit toujours toi qui nous pose des questions. Ta mère et moi, on en a marre. Voilà, on en a marre. Ton père et moi, on en a marre. Ok, Benoît? Non, mais je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je pense que ça peut être intéressant de se dire que il y a toujours des côtés négatifs, il y a toujours des choses à améliorer. Il y a pas que du bon, hein. Souvent les gens me demandent ouais, putain, vous avez fait des trucs incroyables, etc. Ah non. C'est ouais, voilà. Il y a tellement de fails. Non, bah, on a tellement de fails. Mais ça, c'est un vrai truc. Ça, c'est un truc qu'on a compris il y a pas longtemps. C'est le fait que, il y a encore 1 an, on pouvait se permettre de tenter plein de trucs et que ça foire. Ouais. On avait lancé le Skelésia Premium, qu'on a kill au bout de quelques mois. On en reviendra peut-être un peu dessus après. Ouais. Mais pour tout un tas de raisons, en fait. Mais c'est juste qu'on s'est pas donné les moyens de faire réussir ce truc, que c'était pas forcément cohérent avec ce qu'on voulait faire. Mais en fait, on a tenté. Il y a 1 an, on pouvait se permettre de tenter et que ça marche pas. Et je me suis rendu compte de ça, en fait, que aujourd'hui, on a passé ce cap qui fait qu'on peut plus se permettre, de par le branding, de par le rayonnement qu'on a, de par l'image que les gens ont de nous, les attentes que les gens nourrissent de Skelésia, on peut de moins en moins se permettre, en fait, de tenter des trucs qui seront pas au niveau, à ce niveau-là, en fait, à ce standard qu'on s'est fixé. Et en fait, c'est un vrai réapprentissage de notre mode de fonctionnement, parce que nous, on vient de ce truc-là, très growth, très pirate, très bordel, on tente plein de trucs, Ouais. etc. Là où aujourd'hui, on commence petit à petit à avoir beaucoup de choses à perdre, en fait, à faire des trucs un peu crado, quoi. Et moi, je viens de ça à la base, donc ouais, c'est un vrai apprentissage. Je viens du crade. Tu viens du crade. Toi, pas du tout, mais moi, oui. Moi, oui. Non, mais c'est un bon exemple là, ce côté effectivement j'avais presque oublié le Skelésia Premium. Ouais, il y a pas mal de choses à en redire. Mais non, on a effectivement voulu financer
autofinancer le média un peu de cette façon-là. Donc finalement, oui, c'était pas du tout la bonne idée et en tout cas mal tourné. Donc là, on a d'autres objectifs aujourd'hui. Bah, Mais Après, c'est relatif, parce qu'on avait atteint un petit MRR sympa quand oui, même. voilà. On était à, Effectivement, on était monté à 4000, je crois. ouais, Même même un peu MRR. plus hein, dans les au tout début. Effectivement, on a quand même réussi à aller chercher les 60 presque les 60 clients. Et mais le problème c'est que derrière ils sont pas restés bien longtemps parce que on a sous-estimé la charge de travail derrière et l'évolution en fait et le rythme à donner dans cette communauté qu'on essayait de créer. Donc ouais, ça c'est assez moyen quoi. Je pense que justement par rapport au Skillisia Premium, c'était pas un problème d'idée. L'idée est bonne, c'était un problème de focus. Et c'était un problème, en fait, c'était un problème de focus. C'est que le focus, il devait pas être là, à ce moment-là. En fait, on n'avait rien à faire là. Ou alors, il aurait fallu prendre un product owner, quelqu'un qui va vraiment venir, en fait, gérer ça. Tu sais que c'est une discussion qu'on a eue avec Christian, parce qu'on s'était posé la question, est-ce qu'on aurait dû prendre un product owner? Et en fait, on s'est dit non, ça aurait dû être à nous de le faire, ça. Oui, mais, ou en tout cas, il aurait fallu un référent. Voilà, c'est ça, un référent, mais quelqu'un qui un responsable. Un responsable de ouais, de cette offre. C'est de la faute de Julien, ça. Mais qui était, en plus, qui était un truc, franchement, en termes de valeur, ce que t'allais chercher, 100 balles par mois, t'avais accès à plein d'experts, tu pouvais poser des questions à n'importe quel moment. Il y a tellement, mais on s'est pas donné les moyens, encore une fois, d'un truc du potentiel. Ouais. Mais c'est pour ça que je pense que c'est pas un problème d'idée, c'est pas que un problème de produit, mais qu'en partie, en tout cas, pas un problème de produit dans ce qu'on allait en tirer, peut-être un problème de positionnement dans le produit, peut-être un problème de proposition de valeur, ça oui, stratégie au niveau du produit, pas forcément très opérationnel, mais c'est vraiment un problème de focus, quoi. C'est que pourquoi on est allé faire ça? On a voulu aller créer en fait un MRR, on a voulu appliquer un business model finalement qui correspond pas forcément à ce qu'on voulait faire et voilà, ça veut pas dire que ça va pas renaître de ses cendres un jour, ça veut pas dire que c'est complètement enterré, ça veut pas dire qu'il y aura plus de communauté payante ou de produits comme ça, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'était peut-être pas le bon moment, quoi. Voilà. Et pas la bonne façon de faire non plus. Non, et puis là, il y a... Non, mais là, tu vois, c'est aussi notre biais de négativité qui parle, parce que je me souviens que j'avais reçu plein de super retours de clients qui y étaient. C'est juste qu'encore une fois, on s'est pas donné les moyens d'aller au bout de ce truc-là, alors que le potentiel était là, même s'il y avait énormément de boulot à resserrer, quoi. Ouais. Mais pour un produit en post-lancement, on avait quand même fait une belle perf en soi. C'est juste qu'on s'est mis un standard tellement élevé on s'est mis un standard ultra élevé, parce que notre standard est toujours très élevé, mais on s'est pas donné du tout les moyens. Non, ça a été mais je trouve que ça a été un de nos plus gros apprentissages, hein, et je pense que ça le restera pour le développement de Skillisia. Moi, il y a un autre fail sur le fait de vouloir justement développer des choses, partir dans tous les sens. C'est le fait de vouloir mettre trop de nouveautés aussi dans l'évolution, par exemple, de l'advisory. Peut-être même à surcharger les équipes de temps en temps toujours dans un objectif de pouvoir en fait satisfaire le client au maximum et ça c'est quelque chose qui a été retravaillé, mais une erreur aussi, on peut le voir sur ce côté développement, en tout cas sur la vélocité du développement de l'offre, et là l'objectif ça a été vraiment de se canaliser sur les gros apprentissages, sur les choses à venir transformer, à ajouter comme amélioration. Et ça, ouais, on a voulu en mettre beaucoup trop d'un coup, et c'était quand même compliqué. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez un peu de cette période où il y avait eu énormément d'évolutions, et du coup, ouais, ça partait un peu dans tous les sens. On voulait régaler le client à son maximum, et sauf que nous, on était peut-être pas forcément prêts pour prendre autant de features, autant de fonctionnalités, autant de développement d'un coup, quoi. Ouais, en fait, faut accepter que juste tu peux pas tout faire, quoi, à un moment. Donc franchement, la roadmap, je pense qu'elle était un peu chargée, quoi. Et on avait tellement envie d'être à arriver, quoi, au résultat, que on était en mode focus à fond résultat. Et je pense que c'est là où aussi on a changé un peu à un moment cette idée d'input output, là où on était ultra focus sur l'output, c'est-à-dire qu'on avait cet objectif-là, leader européen de la croissance, on veut y aller, etc., etc.
Et résultat, en fait, on était plus focus sur les actions concrètement qu'on mettait en place. En tout cas, on testait plein de trucs plutôt que d'aller au bout des choses et de se dire que le 0,80% il va très vite. Et en fait, on voulait faire le perfectionniste à chaque fois sur les 20 derniers pourcents. Mais finalement, le 0,80, tu vas mettre un mois à le faire. Et en fait, le 80 à 100%, ben, il va te prendre 12 mois. Et en fait, ça sert à rien de faire ça, tu vois. Et ça a été un vrai problème. Et ça a été, je pense, aussi une erreur. Peut-être qu'on en reparlera plus en détail aussi dans l'épisode des jeunes branches, mais ça a été ok, une fois qu'on a compris comment on scale la partie commerciale, comment on décorrèle aussi du founder, qui est là une problématique dans beaucoup de boîtes de services. Mais en fait, c'est d'aller diluer en fait ce risque au maximum, quoi. Commencer et continuer à recruter pour pouvoir faire grossir l'équipe. Et au lieu de te dire, je vais avoir 3 personnes qui vont vendre pour 100 000 euros par mois, ben, en fait, autant en avoir peut-être 8, 9 qui vont faire pour, tu vois, 40, 20, 30, 40, 50 000 une fois que tu as trouvé ton seuil. Mais en gros, voilà. Essayer de faire ce 0,80 le plus rapidement possible. Et une fois que tu fais ton 0,80, va le répliquer. Parce que de toute manière, les derniers pourcentages sera les plus durs à avoir. Donc, et surtout, tu auras cette dilution du risque, quoi, qui sera hyper intéressante. Et c'est pareil avec les canaux d'acquisition. Tu fais de l'outbound, c'est bon, tu vois, ça sert à rien. Tu as 80% de taux d'ouverture sur ta campagne, ça sert à rien d'aller chercher les 100%, quoi. Commence à aller taffer un autre canal d'acquisition, commence à te diversifier, commence à diluer un petit peu ton risque et arrête de te dire que tu vas essayer de surperformer tout le temps, en fait, aller chercher le millimètre parce que tu vas te perdre, parce que ça sert à rien et parce que en fait, c'est une guerre d'ego, c'est un challenge personnel, mais qui finalement nourrit pas plus que ça le business à l'instant T, quoi. Alors, cette dernière année, c'était... Alors, c'est pas un apprentissage de cette dernière année, mais je l'ai appris 2 fois, parce que j'ai fait l'erreur plusieurs fois. C'est bien les réapprentissages aussi. C'est ça. Tu peux pas être exigeant avec des gens comme tu l'es avec toi-même. Peu importe leur niveau d'implication, peu importe s'ils sont associés, incentivés ou autres. Mais moi, par le fait que je suis extrêmement exigeant avec moi, je peux parfois dépasser certaines limites et l'être trop avec certains. Et ça peut pousser le bouchon trop loin. Et ça, c'est arrivé. C'est arrivé avec une personne, un bon élément en plus. Et tu constates après que du coup, déjà, tu perds l'élément. C'est le premier point. Et le deuxième point, la barrière entre l'amour et la haine, et l'admiration et le dégoût, elle est extrêmement fine, très 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 fine. Et c'est ce qui est arrivé, tu vois. Et c'est une leçon qui coûte cher en termes de temps, en termes d'énergie. Et puis ça m'a offert une petite gifle, une petite gifle quand même. Et c'est intéressant de le partager. Et surtout que c'était une deuxième fois. Ça doit être dans mon tempérament, tu vois. Il faut vraiment que je travaille là-dessus. D'ailleurs, je travaille là-dessus. L'autre leçon, si t'en veux 2, je dirais, cette année, j'ai énormément amplifié mon réseau, notamment à Dubaï, etc. J'ai organisé des events, je connecte beaucoup les gens. Quelqu'un arrive, parce que les gens sont de passage à Dubaï, et moi, je suis un peu le connecteur. Arrive, tu vas rencontrer des gens, ok, tu fais quoi? Ok, je pense à cette personne, tac, je peux te présenter, tac. Et puis en fait, je suis arrivé à un moment où je m'en rendais pas compte, mais je connectais tellement les gens que j'ai créé des opportunités folles pour certaines personnes, des associations, des deals, des partenariats, des choses comme ça, au point où, là, en ce moment, ça fait plusieurs semaines où toutes les semaines, j'ai des gens différents qui font limite du forcing pour me rendre service, pour me rendre l'appareil. Parce que inconsciemment, sans même le vouloir, parce que mon intention, c'était pas de donner pour recevoir, j'ai créé une dette de réciprocité tellement grande auprès de certaines personnes, et on parle de dizaines de personnes différentes, que ça t'offre encore plus de force. Et en fait, tu amplifies ton influence, entre guillemets, ou tout du moins ta capacité à avoir de l'influence ou à avoir des possibilités, des leviers d'influence, juste en aidant et en donnant.
Et ça, c'est une bonne prise de conscience que j'ai eue, parce que la plupart des gens aujourd'hui, on est dans une société où on attend toujours de l'autre et on donne pour recevoir, où tu vois, on n'est pas dans ce truc de vraiment avoir l'intention d'aider sans vouloir quelque chose derrière, tu vois. Et moi, c'est vraiment mon cas. C'est vraiment mon but, en tout cas, quand je suis dans cette démarche de juste, ça me fait plaisir de connecter, et parce que j'aurais voulu qu'on fasse ça quand je suis arrivé à Dubaï. Et ouais, c'est pas mal. Moi, la première chose, c'est toujours écouter son cœur. On est tout le temps concentré sur ce qu'on doit faire, il faut performer, il faut faire. Et j'aimerais dire que on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Et en se connectant à son cœur, c'est la première clé pour rayonner dans son plein potentiel. Parce que rayonner dans son plein potentiel, finalement, derrière, c'est quand on est connecté à ce qui nous fait vibrer. Tu vibres dans ta tête? Non, c'est dans ton cœur, c'est dans tes tripes que tu vibres. Donc, c'est vraiment de mener la vie qu'on aime vraiment. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Pas de faire les choses pour faire les choses, de vivre une vie qu'on aime et d'être drivé par ça. Et je pense que c'est vraiment ça qui va nous permettre de réaliser des prouesses derrière. Parce que tu fais les choses avec le cœur. Parce que tu vibres, parce que tu les vis avec ton cœur. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est évidemment, je pense que ça, c'est hyper important, surtout en tant qu'entrepreneur, c'est la persévérance. Parce que très souvent, ben voilà, il y a des hauts, il y a des bas. C'est la vie, hein. La vie n'est pas toute rose, et d'ailleurs, l'ombre n'existerait pas aussi sans la lumière. Et c'est là où pour moi, il faut toujours continuer, même si ça va lentement parfois, même si il y a pas les résultats escomptés. Mais pour moi, on est toujours au parfait endroit. Tout arrive pour une bonne raison. Et tout ce qui nous arrive est parfait, comme c'est là maintenant. Donc même si parfois on peut être frustré, on peut dire « Oh, mais ça avance pas, j'aimerais que ça avance plus vite » ou « Ah, mais regarde, il y a pas ci, il y a pas ça. » Qu'est-ce que tu tires de cette expérience? Tu vois? Par exemple, petite anecdote, quand je me suis cassé la figure en vélo, j'ai voulu prendre un raccourci, en réalité. J'ai voulu prendre un raccourci pour aller plus vite à la salle de sport. Alors que si j'avais continué le chemin 30 mètres plus loin, je me serais pas cassé la figure. Eh bien ça, par exemple, pour moi, c'est la définition de dire, prends le temps d'aller au bout des choses. Ne cherche pas à aller trop vite, persévère et va au bout des choses. Continue à ton rythme. Parce que si tu veux aller trop vite, tu te casseras la gueule. Et là, typiquement, même physiquement, tu vois, ça arrive. Et la troisième chose, c'est faites-vous coacher. Non, mais dans le sens où, non, c'est surtout se connecter à soi, d'avoir des moments pour soi. Quels que soient les événements, en fait. C'est-à-dire, ça peut être se faire coacher, mais ça peut être aussi aller marcher dans la nature, se faire passer en priorité. On croit souvent que se faire passer en priorité, c'est égoïste. Mais ce qui est égoïste, c'est finalement comment dire? C'est que l'autre ne se fasse pas passer en priorité. C'est dire, viens, je suis ta priorité. Non. Tu vois, ça me fait penser quand on est, par exemple, en couple, les personnes qui vont dire, ah, mais je veux être ta priorité, je veux être le centre de ton monde, etc. Ah non, le vrai amour, le vrai altruisme, c'est sois ta priorité, épanouis-toi, et laisse-moi m'épanouir aussi. Et finalement, en se focalisant sur soi, en faisant de soi sa priorité, ça va forcément avoir une influence sur notre entourage. Si tu te fais passer en priorité, si tu prends soin de toi, si tu fais passer ton bien-être en priorité, tu peux être sûr que tu vas contaminer ton entourage. Parce que tu vas émettre quelque chose qui va, soit ça va inspirer, soit ça va donner l'envie, ça va se faire du bien aux gens. Tu vois, combien de fois on dit, à présent ça fait du bien, ça fait du bien de parler avec toi. Mais pourquoi? Parce que simplement je suis bien avec moi-même. Quand il y a des moments où ça va pas, où je vais être dans le rush ou quoi, ça va forcément se ressentir.
Tu vois? Donc, se faire passer en priorité et surtout, c'est un impératif, en fait. Il y a absolument pas de culpabilité à ça. Au contraire. C'est vraiment la clé de tout. On est sa plus belle histoire d'amour, hein. On a une certitude, c'est que nous, on va rester toute notre vie avec nous-mêmes, hein. C'est la seule certitude qu'on a, hein. Tu parles d'égoïsme, je trouve qu'il n'y a rien de plus égoïste que justement de faire subir, de se faire subir aux autres. Ouais. De faire subir son mal-être aux autres parce que on a cru faire l'économie l'économie de son introspection, etc. En se disant non, faut que je sois là pour les autres, etc. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça finit toujours par un retour de flamme bien vénère. Par exemple, pour faire le pont avec les entrepreneurs qui se ménagent pas pendant toute leur life, qui ménagent pas leur psyché, qui ménagent pas leur santé, et qui finissent avec des problèmes de santé, qui soient psychologiques, qui soient médicaux, physiologiques ou quoi. La cinquantaine passée, qui est atypique, au final, qu'est-ce qui est le plus égoïste? Quelqu'un qui a pris le temps de mettre de l'ordre dans sa life versus quelqu'un qui a toujours vécu à rebours, qui a toujours vécu comme ça en sur-régime et qui au final le fait payer à tout le monde pendant un temps indéfini en plus de ça, quoi. Donc ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Sur les tatouages, n'allez pas au soleil après un tatouage. Je pense qu'il faut arrêter d'aller au soleil après un tatouage parce que vous allez le flinguer. Et par un truc qui va vous rester à vie, vous allez le fracasser dans les 3 premières semaines. Donc ça serait un premier conseil tatouage, étant donné que tu me lances là-dessus. Sur la partie business et un peu plus macro, ce serait de prendre le temps de l'apprentissage. Moi, pendant trop longtemps, j'ai voulu tout savoir rapidement. J'ai toujours voulu tout faire rapidement et du coup, en fait, j'allais me décourager parce que j'arrivais jamais au niveau de mes ambitions, parce que tu veux savoir jouer de la guitare comme Paco De Luca, tu vois, des loups, tiens. En gros, t'es obligé de prendre un certain temps. Ça demande de l'expérience, ça demande de se reposer un petit peu là-dessus. Et du coup, en fait, ça sert à rien de vouloir tout accélérer. En fait, il y a juste une phase dans l'apprentissage où ça prend du temps, teste des choses. On en parle souvent. Essaye pas de faire bien, mais essaye de faire un petit peu mieux tous les jours. Et ça évitera de se décourager. Ça prendra le temps que ça prendra. Si t'es passionné par ce que tu fais, y a aucune raison, en gros, que ça fonctionne pas. Et voilà, tout simplement, ouais, se laisser le temps. Et sur la vente, essayer de revenir aux bases de la vente, genre vraiment la relation en fait. Si tu crées pas de relation, c'est mort. Il y aura pas de vente. Donc ça sert à rien par moment de tout idéaliser un peu tous les scénarios, croire que le process ça va exactement se passer comme ça. Laissez place aussi à l'improvisation. N'essayez pas de forcer un truc, c'est-à-dire restez vous-même, travaillez votre posture, mais restez vous-même, ayez votre empreinte en fait au niveau de la vente. Créez une connexion avec la personne avec qui vous échangez et derrière ça le fera très bien parce qu'il n'y a pas un appel de vente qui va se passer comme vous l'avez imaginé. Tous les appels de vente sont complètement différents. Pareil dans le traitement des objections, n'apprenez pas forcément que des scripts par cœur. Comprenez ce que vous êtes en train de faire parce que peut-être qu'en fait il va y avoir une petite divergence d'une objection à l'autre. Vous allez tenter un truc et en fait si on vous sort de votre process, vous allez être complètement perdu. Et là, catastrophe, vous perdez la confiance au prospect. Donc, laissez-vous un peu porter, quoi. En fait, toi, ta vision du script, c'est plus une boîte à outils dans laquelle puiser. Exactement. Outils, donc, des questions types à adapter, des modèles mentaux, des raseurs décisionnels, un process aussi, plus que quelque chose de monolithique, de rédigé en tant que tel, que tu dois suivre de façon algorithmique de A à Z. Parce que là, t'as aucune résilience, en fait. Et en plus, tu rends pas ton sales autonome, tu l'autonomises pas, tu conditionnes juste à recracher du texte, ce qui est pas fou. Exactement. Et pareil, les scripts, faut faire attention parce qu'en fait, si tu mets les verbatims de quelqu'un dans la bouche d'un autre, ça va pas sonner de la même manière. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Effectivement, dans cette idée de boîte à outils, tu vas être confronté à un problème X, tu vas être à tel endroit dans ton process de vente, on va te sortir ça.
À un moment, tu prends voilà ce qui correspond le plus à l'instant T. Comme on disait, l'anti-vente, ça sert à rien de faire de l'anti-vente sur tous les appels. Il y a des prospects avec qui ça correspond pas. Il y en a qui sont dans un excès de confiance, il y en a qui sont dans un manque de confiance. Il y en a où tu vas devoir traiter de la logistique, d'autres de l'écran de fumée. Donc en fait, c'est impossible. Il y a trop de variables qui font que tu pourras toujours utiliser le même framework exactement. Et ça, ça par contre, c'est l'expérience. À un moment, il faut prendre des calls, tu vois, parce que t'as l'intelligence émotionnelle dont on n'a pas parlé, mais c'est un des trucs les plus importants en vente, l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comprendre en fait les motivations de la personne, ce qu'elle ressent à l'instant T, comprendre en fait ce qu'elle a envie d'entendre, etc., etc. Tout ce qu'elle te dit pas en fait. Déjà, la plupart sont plus vieux que moi, donc c'est à vous de me donner des conseils, mais surtout pour les gens de mon âge, ouais, qui veulent monter des boîtes. Je sais pas si t'en as beaucoup dans ton audience. Ouais, quelques-uns, ouais. Ou tu vois, même jusqu'à 25, quoi, des gens jeunes. C'est que quand tu montes une boîte, tu mets plein de choses de côté. Pour ma part, ça a été pas mal d'amis. Ça a été les sorties. Je suis pas sorti pendant un bout de temps. Ça a été les amours d'un côté. Ça a été, vraiment, tu mets plein de choses de côté et ça, faut l'accepter. C'est pas facile. Mais t'es obligé. Tu ne peux pas monter une boîte qui va te plaire avec une bonne équipe et qui va être bien montée si t'es pas à fond sa mère dedans. Pour être vulgaire, encore une fois, vraiment à fond sa mère. Ça, c'est 1. 2, numbers game. Je vais insister dessus. Mon conseil numéro 1 dans tout. Et je le dis même vraiment pour les entrepreneurs, pour les freelances, pour les étudiants, ou même un mec qui veut trouver un stage. Et pareil, tu contactes les 100 boîtes dans lesquelles t'as envie de bosser et t'en auras un minimum. Et ça marche à tous les coups et j'en suis persuadé. Donc ça, je continuerai à le conseiller. Et 3e truc, n'ayez pas peur de bosser gratuitement. À un moment. Alors moi, de bosser gratuitement pour The Quest au début, c'est ce qui m'a permis de rencontrer un tel, qui m'a permis de rencontrer un tel et de monter un tel et d'apprendre ça. Tu vois, parfois, faut savoir faire des sacrifices. Donc pareil, ne pas se survaloriser, quoi. Je pense que l'humilité permet de monter des belles choses. Avoir confiance en soi, c'est très bien. Mais parfois, être assez humble pour pouvoir profiter de choses dont on n'aurait pas pu en étant prétentieux, quoi. Donc ouais. Un peu 3 conseils. Je sais pas si c'est des excellents conseils, mais c'est en tout cas moi, les 3 gros conseils tirés de mon apprentissage cette année. L'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Et genre, ça, c'est vraiment un fait. T'as beau te dire ton business, il est passé bien, et les trucs. Je parlais avec Célian, il me disait, ouais, LinkedIn m'a mettre des leads, mais faut pas que je sois que sur un truc. Ou faut que je crée une newsletter, comme ça les gens s'abonnent sur la newsletter parce que c'est la mode, parce que Thibault Louis et Maud Alaves l'ont dit, donc faut que je me dégage de ça. L'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Ce que vous faites est incroyable. En effet, s'il n'y a pas les résultats escomptés, changez, tu vois. Mais faut pas croire que parce que tu fais du gros et que demain tu vas faire pousser des radis, ce sera moins difficile et plus facile. Genre, il n'y a pas de meilleure activité. Et j'ai tout testé sur LinkedIn. Il n'y a pas un truc qui marche mieux qu'un autre. Tu peux faire du ghostwriting, de la formation, de l'ads, de l'accompagnement, du coaching, des logiciels, peu importe. Il n'y en a pas un, c'est mieux qu'un autre, en fait. Genre, et j'ai fait aussi d'autres business. Il n'y a pas un business, le business physique est pas mieux que le business en ligne. Le business ça, c'est pas mieux que le business en ligne. Le business en ligne est pas mieux que un business tradi. Le fait de monter une énorme boîte est pas mieux que d'être solopreneur. Le fait d'être solopreneur, c'est pas mieux que de monter une petite structure. Faire du physique, c'est pas mieux. Tu vois, vendre ou ouvrir un resto, c'est pas mieux que... En fait, genre, on a tendance à toujours se projeter, à aller changer de truc. Mais en fait, ce qui fait le succès d'une chose, de l'entrepreneuriat en général et d'un projet, et je suis convaincu d'un truc, c'est à 99,9% le fait de tenir dans la durée, quoi. Ça, tu sais que c'est un gros shift que j'ai eu. Ouais. Dans la façon d'appréhender les choses. Quand tu dis shift, c'est toi aussi, de paradigme. Ouais. C'est, et que m'a amené la muscu. Ah bah ouais. Et que la muscu me rappelle tous les jours. C'est le fait de choisir sa souffrance plutôt que son bonheur. Ouais. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Et c'est dans l'apprivoisement de cette souffrance, dans le choix de cette souffrance-là, que tu vas pouvoir cultiver ton bonheur. C'est ouf. Il y a un exemple typique, un des mecs qui m'inspire le plus en ce moment sur les réseaux sociaux, mais c'est un mec qui s'appelle George Garrido. Ok. Je le prononce ultra mal, c'est un espagnol. El Estepario Siberiano, c'est son blaze. Il a tout pété pendant le confinement. D'ailleurs, on en revient à cette notion de timing.
meilleur batteur que j'ai jamais vu ever. Il est hallucinant. Il a 25 piges, t'as l'impression qu'il en a 35. Ok. En termes de technique, en termes de niveau, t'as l'impression qu'il a 70 ans tellement il est bon. C'est hallucinant. Il est hallucinant. Mais ça fait 7-8 ans qu'il joue 8 heures par jour. 8 heures par jour. Et la théorie des Comme 100 un malade milliards, des mental. trucs. Mais Ouais. comme un malade mental, mais avec un niveau d'exigence délirant. Et t'es typiquement dans le cas de quelqu'un qui a choisi sa souffrance. C'est-à-dire que lui, il le dit, mais j'en peux plus de jouer 8 heures par jour, j'en peux plus, mais je sais pourquoi je le fais, quoi. Et ouais, je suis sûr et certain que lui, il pourrait voir l'herbe plus verte ailleurs. Il a choisi son truc. Et en fait, c'est une constante que tu vas observer chez 100% des gens qui ont des résultats, c'est qu'à un moment donné, ils ont choisi leur souffrance. Et c'est à travers cette souffrance qu'ils réussissent à transcender cet état-là et à cultiver leur bonheur. Il y a un mec qui s'appelle Biohacker 3.0 là sur Insta. Tu le suis ou pas? Il s'appelle Steve, le mec. Pas du tout. Il a fini genre, je sais pas, 4 marathons, 40 marathons, 4 Ironman, 2 Super Ironman, tu vois. Il a 25 ans, quoi. Je suis pas hyper sûr de ces informations. Mais je sais qu'il a fini plusieurs Ironman et plusieurs Super Ironman. Tu sais qu'il y a une version évoluée de l'Ironman qui est juste un truc complètement Une forme de débile. suicide. Ouais, vraiment. Et il fait 22 ou 29 heures de sport par semaine. Il m'envoie un message, il me dit, va courir 10 minutes, tu vois. Et juste, tu vois, c'est con, mais le micro-effort répété t'amène au résultat escompté. Et ce qui est ouf, c'est que en me disant, va courir 10 minutes, il m'a fait ouvrir un peu genre le truc de, en fait, si je le fais une fois, je peux le faire une deuxième fois, une troisième fois. Et je vois dans ses stories, quand il pleut, il va courir quand même et il court moins longtemps. Bah, c'est pas grave, tu vois. Et en fait, bah, sur sa lancée, puis il a couru 1 kilomètre, puis 2, puis 8, et puis il a fait un semi-marathon, il est rentré chez lui, quoi, tu vois. En additionnant les blocs de 10 minutes. Petite étape par étape, les choses se construisent. Et ça, c'est vraiment la deuxième chose, c'est que les choses prennent du temps et il faut pas se laisser leurrer par des réussites instantanées. Ça existe quasiment pas. C'est ça ton deuxième apprentissage? Ouais, c'est vraiment, les choses prennent du temps. Et le paramètre temps, tu pourras jamais le compresser. Il est incompressible. Moi, ça fait 4 ans que je suis sur LinkedIn. Si je connais autant de monde, c'est parce que ça fait 4 ans que je suis sur LinkedIn. Tu peux pas arriver et genre me rattraper en un an. Parce qu'il faudrait que tu passes autant de temps que j'ai passé avec autant de personnes sur la même intensité. Or, si j'ai eu 4 fois plus de jours que toi, bah forcément, t'as juste pas assez de temps. Ou alors tu dors pas. Mais même ne pas dormant, et ça, c'est vraiment mon deuxième apprentissage, c'est la théorie des effets cumulés ou tout ce que tu veux, mais c'est étape par étape, c'est petite brique par petite brique, et en fait, t'y vas, tu vois, et tu le vois vraiment sur le long terme. Alors après, il y a plein d'apprentissages, mais il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que je travaille pas les week-ends. Et je finis genre 18h, je finis de bosser, et je me mets à 9h, tu vois. Bah franchement, bosser tout le temps, c'est pas le mieux. C'est bien aussi de passer du temps à ne pas bosser. Et je pense que le plus dur, c'est de définir, et c'est un truc moi que j'ai compris, c'est vraiment, prends pas un grand break, fais pas des rushs, en tout cas, moi personnellement, je me suis dit ça, les rushs de je travaille 6 mois comme un psychopathe et je me reposerai 1 mois, ça va pas marcher pour moi. Donc moi, j'ai découvert un truc qui marche très bien, c'est que je suis entrepreneur, mais j'ai une vie de salarié. Et c'est très cool, tu vois. Et sauf que ça me rend tellement productif, avec une intensité complètement tarée sur les heures de boulot, que moi, le dimanche, paradoxalement, je n'ai qu'une envie, c'est passer un bon dimanche, mais d'être lundi. Genre là, ça m'a fait chier que le lundi soit férié. Parce que je prends tellement de temps pour moi, qu'en fait, il y a aussi des moments où j'ai envie d'avancer, tu vois, et d'y aller. Et alors oui, j'ai créé mes posts le week-end, etc. Mais le fait vraiment d'avoir pris du temps pour moi, déjà, ça me fait voir beaucoup plus loin. Ça m'évite de craquer sous la pression de la fatigue, sous la pression de toutes les choses qui peuvent t'arriver, parce qu'entrepreneur, c'est gérer des merdes H24. C'est à peu près que ça. En tout cas, c'est gérer des problématiques. Et te le diront, le mec qui vient de commencer à créer sa boîte et le mec qui a fait 40 milliards, quoi. Tu rencontres des problématiques que tu vas régler. Et en fait, juste, j'ai découvert plus
d'entrepreneurs successful qui savaient prendre des pauses que d'entrepreneurs successful qui passaient leur temps à bosser. Et ça, c'est un des paramètres, je pense, qui est quasiment obligatoire. C'est de savoir transformer son travail en kiff, savoir s'écarter aussi de son boulot et savoir juste déconnecter. Parce que l'entrepreneur, il a aussi besoin d'un équilibre et que l'équilibre vie perso et vie pro, il se trouve pas dans juste faire de l'oseille et après... non, alors oui, il y a des rushs d'une semaine, 2 semaines, 6 mois. Il y a des moments où c'est genre, faut cravacher, tu vois. Mais savoir faire des pauses et savoir vivre comme un salarié, c'est un truc que genre j'ai juste kiffé et qui, mine de rien, m'a apporté beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de résultats que de travailler à H24 et t'user. Conseil de mon mentor, beau-père, vendredi dernier. Il est midi, je suis en mode vas-y, je vais déchirer mon après-midi, je vais faire plein de trucs. Il m'a dit mec, on est vendredi, c'est le week-end de Pâques, genre t'envoies tes factures, tu fais tes relances et tu fermes ton ordi, genre juste kiffe, tu vois. Il y a pas d'activité, les gens vont pas te répondre, tu vas t'user à faire à lancer des pavés dans la mare, c'est à peu près tout ce qui va se passer quoi. Ou à faire des coups d'épée dans l'eau. C'est plutôt celle-là. C'est des coups d'épée dans l'eau. Ouais, mais tu peux aussi en profiter pour envoyer des pavés dans la mare. Hein. Et il faut surtout préparer sans arrêt la suite. C'est-à-dire quand t'es 15 et que tu passes à 20, bah il faut se demander comment tu vas être à 40. Et quand t'es 40, il faut te demander comment tu vas être quand tu vas être 80 quoi. Donc ça a été beaucoup de boulot. Là, depuis le début de l'année, on est vraiment sur la construction d'un plan de croissance durable. Comment est-ce qu'on emprunte aujourd'hui des montants plus importants qui nous permettent d'avoir des effets de levier plus importants sur la croissance. Avant, on empruntait pour chaque centre. Aujourd'hui, on emprunte des enveloppes pour pouvoir ouvrir plein de centres d'un coup. Ça fait aussi gagner du temps. Mais en face, il faut mettre les équipes pour pouvoir déployer, parce que ouvrir des centres, c'est du boulot. Voilà, là, on est là-dessus. Et puis là, l'enjeu du semestre qui vient de démarrer, enfin du trimestre qui vient de démarrer, c'est vraiment d'aller vers une prise de décision sur la suite, et notamment sur l'international, puisque nous, on va avoir quand même bientôt maillé le territoire français. On n'aura plus beaucoup de villes à adresser d'ici 2-3 ans en France. Et donc, on aimerait bien commencer à planter des graines à l'étranger. Et l'enjeu, c'est de savoir quels sont les marchés les plus porteurs, quels sont les marchés où le loisir d'intérieur est le plus dynamique. Est-ce que les modèles économiques dans ces pays-là sont aussi intéressants que celui de la France, et du coup réussir dans une démarche presque de consultant, tu vois, à déterminer dans quel ordre on fait les pays. Est-ce que ces pays on va les adresser en succursale? Est-ce qu'on va faire de la succursale et de la franchise? Est-ce que potentiellement on va y faire que de la master franchise? C'est ce qu'on a fait en Australie d'ailleurs. L'Australie, c'était une opportunité, ça montre pas forcément dans le plan de base, mais on a vendu une master franchise. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça veut dire qu'on a cédé l'intégrité du territoire à une seule et unique personne, et que lui, il a la responsabilité de développer le concept dans ce pays-là, dans un espace-temps qui est déterminé dès le départ, qui est en l'occurrence de 3 ans. Et s'il atteint son objectif de développement, à ce moment-là, il maintient son exclusivité. Et s'il n'atteint pas ses objectifs, à ce moment-là, il perd l'exclusivité. Et nous, on peut à nouveau revendre des franchises dans ce pays sans son aval. Voilà, donc là, on est vraiment dans cette phase-là, et qui va ensuite déterminer pas mal la coloration de notre année 2024. Puisque si on décide d'ouvrir, par exemple, à Madrid ou à Montréal, dans ces cas-là, il faudra qu'on y mette les moyens, qu'on ait des country managers sur place. Et là, encore une fois, on sera amené à avoir surtout moi en l'occurrence, je serai amené à avoir un nouveau cycle dans lequel j'irai travailler à l'étranger, découvrir des nouveaux pays, un nouveau droit du travail, etc., etc. Ça, et pour finir, j'ai une dernière petite question. Ça serait quoi les 3 conseils, les 3 bouteilles à la mer que qui te viennent là pour les gens, donc les entrepreneurs qui nous écoutent? Alors le premier qui me vient tout de suite et qui me semble évident, c'est solliciter des gens, rencontrer du monde. Les gens sont toujours très contents d'aider.
Il y a plein de gens qui sont toujours un peu terrorisés à l'idée de demander des conseils et qui pensent qu'ils vont faire perdre leur temps aux gens. La vérité, elle est exactement inverse. C'est que tous les gens qui ont été aidés sont ravis d'aider les autres et en plus, c'est très flatteur, généralement. C'est très flatteur quand on demande de l'aide. Donc, franchement, ça coûte rien. Quand il y a des gens qui peuvent vous aider, appelez-les, ils vous aideront. Voilà. Et ça va vous faire gagner tellement de temps par rapport à passer des heures et des heures à scroller sur Internet pour avoir des réponses qui sont quand même beaucoup moins bonnes que celles du terrain. Voilà. Donc, rencontrer du monde, ça c'est la première. La deuxième, c'est pour moi, entreprendre, c'est savoir refuser. C'est-à-dire qu'il y a il y a énormément de situations où on va proposer des choses. Et c'est pas toujours une bonne idée. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut être solide sur ses appuis, sur sa stratégie, et de se dire, moi, si ma strat, c'est d'aller dans ce sens-là, et que cette sollicitation, elle va pas dans ce sens-là, ben, je vais la refuser. Et il faut pas le voir comme une perte d'opportunité. Il faut le voir comme juste une capacité à rester focus. Et alors, évidemment qu'il y a des contre-exemples. Et d'ailleurs, l'Australie, pour nous, en est un. Et l'Australie, pourquoi on a accepté? En fait, nous, on avait une stratégie. On fait des succursales dans les grandes villes en France, on développe en franchise, on fait des multi-activités dans les petites villes. Et ensuite, une fois qu'on a verrouillé la France, on fait l'international, on commence par ouvrir un centre, puis ensuite on déploie, etc. Et au milieu de tout ça, on a une opportunité qui se présente à nous, qui est d'ouvrir une master franchise en Australie. À la base, la réponse, c'est non. Parce que ça dévie de la stratégie. Et que ça va nous prendre du temps et que pendant le temps qu'on va employer à ça, ce sera du temps qu'on n'emploiera pas à autre chose. Donc, on n'y va pas. Et après, on n'est pas débile. Donc, on étudie quand même un petit peu le truc. Et là, on se rend compte que la personne qui nous sollicite, elle a développé un réseau d'escape game en master franchise en Australie. Il est ouvert 8 centres. Il a développé un réseau de réalité virtuelle, Virtual Room, d'ailleurs que je salue parce que on s'entend très bien. C'est eux qui nous ont présenté d'ailleurs Robin, le franchisé australien. Ils ont développé Virtual Room, ils ont ouvert 5 centres. Donc là, on se dit, ok, est-ce que ce serait pas le bon opérateur pour l'Australie? Finalement, nous, on sait que l'Australie, on le fera jamais en propre. Donc là, ça vaut le coup. On a une opportunité, on va dessus. Mais il faut distinguer ce genre d'opportunité de la demande quotidienne de voilà, salut, je suis influenceur, j'ai 3000 abonnés, est-ce que je peux venir jouer gratos chez vous? Non. Pourquoi? Parce que notre strat, c'est les influenceurs, il faut qu'ils soient dans notre domaine, sinon, ou qu'ils aient des communautés complètement énormes, sinon, il n'y a pas de raison qu'on leur offre des parties parce que ça nous est pas bénéfique. Donc, on reste focus là-dessus. T'as 3000 abonnés, t'es lifestyle, on ne prend pas. Est-ce que vous auriez une solution pour faire du quiz mobile, une solution mobile pour faire du quiz dans les entreprises? Non, on fait pas. Notre strat, c'est développer des lieux physiques pour créer du lien. Du coup, non. En fait, on aurait plein de clients si on allait dans les boîtes avec des petits pupitres événementiels et tout. Et c'est pas notre proposition de valeur, donc c'est non. Et les gens disent, mais c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Et en fait, fais-le toi. C'est voilà. pas notre game. Exactement. C'est pas notre truc. Et donc, voilà. Il faut savoir refuser. C'est pas toujours simple parce que derrière, tu vois l'opportunité commerciale, l'opportunité de te développer et qui est pertinente en soi. Complètement. Qui est pertinente, mais et c'est d'autant plus dur de la refuser. Exactement. Et c'est clair. Oui, parce que quand elle est pas pertinente, bon, ça va. Je t'en fous, mais quand tu sais que, là, il y a un truc, mais... Exactement. Les conseils que tu reçois n'ont pas tous de la même valeur en fonction de la personne qui te les donne, tu vois. Donc, en gros, tu vois, quelqu'un qui a jamais rien fait dans sa life et qui a pas prouvé, tu vois, que c'était un entrepreneur à succès, ou en tout cas, ce que moi, je définis comme être un entrepreneur à succès, mais qui me donne un conseil sur quelque chose qu'il a jamais fait, où il a jamais mis les mains dans le cambouis, etc. En fait, ça a 0 valeur pour moi, tu vois. Et il y a eu une époque où, en fait, de par, tu vois, les job titles ou etc., tu vois, je pouvais me laisser influencer, en fait, par ça. Donc, que ce soit, par exemple, des investisseurs, tu vois, des gens qui bossaient dans des boîtes prestigieuses et tout. Mais en fait, avant d'écouter les conseils de certaines personnes, essaye de faire un peu, tu vois, ton check sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait, tu vois. Ça, c'est le premier point, c'est tous les conseils n'ont pas vraiment la même valeur. Et bien passer du temps à filtrer, tu vois, ce qui est important ou pas important.
Second conseil, c'est ton environnement, c'est la chose la plus précieuse sur Terre. Donc, prends-en soin. Que ce soit, tu vois, être sûr d'avoir des bons potes, avoir des gens qui t'inspirent, avoir des gens qui te mettent mal à l'aise par leur ambition, tu vois. Ça, c'est un truc, si t'as envie de construire quelque chose d'impressionnant, il faut que tu sois avec des gens où quand limite t'es dans la pièce avec eux, tu te dis putain, mais en fait, mon projet, c'est de la merde, je suis pas du tout ambitieux et je veux rien, tu vois. Donc ça, je pense que c'est grave important. Et le troisième conseil, ça serait toujours avoir un biais vers l'action, tu vois. C'est bien de penser, c'est bien de faire des plans, mais en fait, il n'y a pas de plan, tu vois. Les meilleurs business ne sont jamais évolués et n'ont jamais évolué grâce à des plans, tu vois. Même les Steve Jobs à Apple ont toujours foiré. Là où ils pensaient que ça allait être des succès et que ça allait tout changer, ben en fait, ça a été la merde. Quand tu regardes genre Lisa, par exemple, tu sais, l'ordinateur que Steve Jobs avait créé, qui était son projet bébé pendant des années et tout, ça a pas du tout marché, alors que la boîte a été cotée en bourse et qu'en fait, l'autre projet qui ramenait le plus de thunes, c'était Steve Wozniak qui l'avait fait et qui était un autre truc. Mais plus tard, par contre, il est venu avec des idées qui étaient folles. Et en fait, s'il avait pas fait toutes ces galères et eu toutes ces galères avec un projet qui marche pas, ben en fait, il aurait jamais eu les idées d'après qui ont fait que c'est ça qui l'a rendu ultra successful et ultra brillant et ultra visionnaire. Donc, toujours être dans l'action, c'est le plus important parce que c'est ce qui permet à ton cerveau de se développer, c'est ce qui te permet à toi de devenir une nouvelle personne. Ok. Je pense que le plus gros, ça a été d'apprendre à surfer sur l'imprévu. C'est-à-dire que qu'importe à quel point tu vas planifier quelque chose, tu veux que ça se passe comme ça, t'as tout fait pour que ça se passe comme ça, bah apprendre à, si ça se passe pas comme ça, pas comme tu l'avais prévu, quand même continuer à surfer. Et apprendre à, ok, te réadapter. Je te prends un exemple et on a changé 15 fois la stratégie SEO en cours d'année. 15 fois. Tout le temps. On revoit tout le temps. Pareil pour le SI, pareil pour la boîte, pareil pour le management. On revoit tout le temps, en fait. Et le plus gros apprentissage que j'ai pu prendre sur ces 12 derniers mois, c'est qu'importe à quel point t'as planifié un truc dans ta tête et tu penses que ça va passer comme ça et que t'as tout fait pour que ça se passe comme ça, si ça se passe pas comme t'avais prévu, faut quand même que tu continues à surfer, à te réadapter et dire ok, vas-y je m'adapte. Ok, vas-y je m'adapte. Okay. Ça c'était le plus gros. Pas hésiter à tout péter, tout reconstruire. Péter, reconstruire, continuer. Et même si des fois, tu sais, t'as toujours ce truc un peu de résilience au changement. Dire, mais j'avais prévu ça se passe comme ça passe pas comme ça. Je comprends pas pourquoi, faut tout refaire. Et t'as deux choix. Soit tu restes dans ta tête et tu te dis, ok, fallait que ça se passe comme ça, donc je voulais que ça se passe comme ça, donc t'essayes de faire en sorte que ça se passe comme ça, mais ça arrivera pas. Soit option 2, tu te dis, ok, je m'adapte. Si ça doit se passer comme ça, bah, c'est parti. Et on y va un peu en surf, on sait pas trop où on va, même si c'est de l'inconnu, et on tente quand même. Et je pense que ça a été aussi une de nos plus grandes forces, c'est toujours s'adapter. Pas hésiter à tout casser. Genre, ok, on pensait que ça fonctionnait comme ça fonctionne pas comme ça, c'est pas grave. Vas-y, on refait. Ah, on était super experts, maintenant on est nul. Ah bon, on réapprend tout. C'est parti. Ok, donc naviguer dans le chaos. Naviguer dans le chaos. Et pas hésiter à tout péter, en fait, pour rebâtir des fondations plus solides. C'est ça. Qui montent plus haut que la fois précédente, en fait. C'est ça. Ça, c'est un vrai truc, hein. C'est un truc qui est traumatisant pour beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, etc. C'est computer le fait que, ouais, et ben, progresser, ça inclut de péter ce que t'as fait. Pas hésiter à péter tes process, à tout revoir, tout réinventer. Et en fait, ouais, t'as beaucoup de gens qui sont entitled, en fait, qui bloquent sur ce qu'ils ont projet. Ouais, mais en même temps, je trouve que, tu vois, il y a des fois où t'as l'impression que t'es au max de ce que t'as pu apprendre. Tu penses que là, t'es l'expert numéro 1 là-dedans. Et boum, tu dois tout recommencer de zéro. Là, je trouve ça hyper enrichissant, mais ça peut faire super peur parce que tu dis, ok, j'ai plus de base. Genre, j'avais des super acquis, là, j'en ai plus du tout. Et je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui se disent, attends, j'en ai marre que ce soit toujours, je monte, je redescends, je monte, je redescends, mais c'est un peu le jeu aussi. Mais c'est un problème, là, plus, c'est un problème d'ego, en fait, en général, hein. C'est-à-dire que t'es attaché à l'image que tu t'es d'expert, que tu t'es construite, qui te rassure, qui te donne une identité, qui donne une autorité, une constance, une contenance. Et là, en fait, tu dois te défaire de cette image-là. Et en fait, ouais, ça bloque beaucoup de gens, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, c'est juste comprendre que non, en fait, il n'y a pas d'image, on s'en fout, quoi. On n'est pas là pour ça. Et c'est
c'est là que tu comprends que l'ego, ouais, a tendance à être un booster, mais aussi, quand il est mal dosé, à être un vrai problème. Un Quoi. vrai frein aussi pour ça. Ce serait quoi les 3 conseils que tu aurais envie de donner aux gens qui nous écoutent là, qui te viennent spontanément, ou que tu aurais aimé te donner à toi il y a quelques années? Je pense que le premier conseil que je me suis déjà toujours donné et qui m'a beaucoup aidé moi à avancer, tu vois, que ce soit freelance, que ce soit Walaxy, que ce soit dans le pro, dans le perso, c'est de pas hésiter à avoir du culot et en fait à y aller en fait, tu vois. Genre c'est con, t'as jamais fait ça, bah t'as pas besoin d'avoir passé 17 formations pour le faire. Vas-y. Genre lance-toi et c'est pas grave si tu te plantes, tu vois. Et deuxième conseil, c'est les échecs, c'est ultra positif même si ça fait peur. Mais il y a besoin d'en vivre. T'as besoin de te planter, t'as besoin d'avoir des périodes de flop, des périodes où t'es down, tu vois, t'as besoin de périodes où tu remets tout en question et ça fait peur. T'as besoin de te planter, t'as besoin qu'il y ait des projets des fois qui marchent pas aussi. Parce que c'est grâce à ces périodes-là que tu vas pouvoir construire l'étape d'après et progresser encore plus. Tu vois, moi, c'est dans toutes les périodes où, je sais pas, je loupe un truc, je me prends 3-4 gifles. C'est mes périodes où je m'introspecte le plus. Je pose de fou les fondations. Et qu'après, en fait, j'explose x3. Ok. Je sais pas, même si des fois tu te plantes et que tu pensais que ton projet, il allait super bien cartonner, ça marche pas du tout. Tu vois, moi, ça m'est arrivé de lancer des formations, ça marche pas du tout. Et j'étais dégoûtée sur le coup parce que tu passes énormément de temps dessus. Et après, tu te dis, mais en fait, c'est quoi? Je vais tourner ça en opportunité. Elle a pas marché, pourquoi? Ok, je reconstruis tout, tac, 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 et je vais parler de mon échec. Et je vais documenter mon échec. Et là, tu reviens un peu plus en force. C'est un peu accepter, en fait, qu'il y ait des périodes un peu moins cool. Et que même si on a l'habitude, des fois, d'être toujours max, bah, c'est ok que ce soit pas toujours le cas, tu vois. Comme on peut pas toujours être dans la surperformance. Alors, par exemple, toi, tu publies énormément sur LinkedIn, tu vois. Et des fois, il y a un peu cette notion où tu te dis, mais comment cette personne, elle fait pour publier autant et toujours être dans la surperformance et toujours, tu sais, faire des posts meilleurs que les autres et tout, et jamais s'épuiser. Bah, en fait, je pense qu'il y a personne qui peut toujours être dans la surperformance, tu vois. Et que c'est ok des fois de revenir à la normale. Qu'un peu apprendre à relativiser, à... Ouais. Et chercher à justement travailler comme ça de façon un peu sinusoïdale pour augmenter en fait ton seuil moyen de performance, quoi. Donc tu vas mettre des gros coups de collier. Par exemple, là, tu prends l'exemple de ma fréquence de publication. Bah, j'arrive à publier 2 fois par semaine parce que pendant une période, je publiais 4 fois. 2 fois par jour parce que je publiais 4 fois par jour pendant un moment. 4 fois par jour, c'était pas tenable pour moi. Par contre, le fait de l'avoir fait pendant une période donnée, et ben, m'a permis d'élever mon seuil de performance. Et quand je suis redescendu à 2 posts, limite de vivre ça comme une facilité, en fait, comme un cadeau que je faisais, tu vois. Et donc, en fait, l'idée, c'est de te mettre dans le rouge. Et c'est cette période-là qui te permet, en fait, pas de sortir de ta zone de confort, mais de l'étendre pour élever ton seuil de performance, que c'est toujours une sorte de seuil, hein, où tu vas graviter dans un seuil minimum et maximum de performance à un moment donné. Et au milieu, t'as la moyenne, quoi. Bah, comment est-ce que tu fais en sorte que ce seuil, petit à petit, augmente et que par là même, ta moyenne augmente, quoi. Mais ça, c'est un truc que tu fais au fur et à mesure. Les gens ont pas cette notion de seuil, mais quand t'as compris ça change tout, quoi. Je pense que la première, c'est avoir une pseudo-idée de finalité, petite vision à 5 ans, à 3 ans, 1 an. Tu vois, si vous pouvez aller voir plus loin, très bien. Je pense avoir un sens de c'est quoi son kiff idéal de son identité, de sa vie perso, de sa vie pro. Le noter sur une feuille et le regarder assez souvent. L'imprimer, le mettre quelque part. Pourquoi? Parce que souvent on fait des choix, on fait des choses qui qui présupposent un certain nombre de choix qui ont été faits du coup. Tu choisis, je sais pas, sur un délire de faire une bonne chose, une mauvaise chose, il y a un moment donné, soit ça t'enlève de ton track, soit ça te met sur ton track, tu vois. Et je pense que savoir un peu où tu vas, tu vois, si demain tu dois aller à Montastruc la Conseillère à Toulouse, tu vas pas forcément taper Montastruc là, ouais, c'est le Hollywood de Toulouse apparemment. Mais tu vas pas taper Montastruc la Conseillère, tu vas juste taper Toulouse sur ton GPS et tu commences à prendre la A6, tu vois.
bah, c'est ce truc-là, c'est avoir grossièrement où est-ce que tu vas pour savoir si t'es sur la bonne voie ou pas. VS, tout le temps être dans le FOMO, ouais. Est-ce que je vais là? Ouais, mais en même temps, j'ai envie de faire ça. Ouais, mais en même temps, j'ai envie de faire ça. Ouais, mais en même temps. Je pense que le fait d'écrire ce quelque chose, et Dieu sait comment je sais pas de mon délire d'écrire, donc dire qu'il faut écrire ça, c'est important. Et je pense que ça donne un cadre, là aussi, à, voilà, où est-ce qu'on va? Et c'est ok si ça change. C'est pas grave si au final, je finis à Marseille, mais au moins, je serais été dans le sud, tu vois. Et je pense que ça, c'est important. De se poser cette question régulièrement sur où est-ce que je vais dans 5 ans, tu vois. Quelle est mon identité idéale à ce moment-là? Parce que ça dicte tout le reste. Et on est aligné quand on fait les choses. Donc ça, c'est un premier truc. Le deuxième, c'est les compétences profondes, celles dont j'ai parlé, mais la compétence majeure. Un sujet de compétence majeure, c'est il y a un truc, à un moment donné, on choisit que ça va être notre truc. Moi, la tech, c'est mon truc. Et je pense que tous ceux qui se disent « Ouais, mais moi, je sais pas vraiment mon truc », bah, prenez un truc et poncez-le comme personne l'a poncé, parce que en mettant assez d'heures dedans, vous y arriverez. Parce que personne aura mis autant d'heures que vous. Et donc, prenez un truc et poncez-le pour que les gens se disent « Ah, mais si tu veux être... vas-y, va parler à cette personne. » Et je pense que ça, VS rester en surface. Tu peux rester en surface dans tout ce que tu veux, mais s'il y a un truc sur lequel tu es hyper bon, je pense que ça crée une crédibilité, première chose. Ça te permet de réfléchir avec un angle que personne a, parce que toi, tu as cette compétence que peu de gens ont. Et deuxièmement, avec un peu de chance, c'est une compétence recherchée et tu peux facturer très cher, que ça soit en presta, que ça soit en réflexion. Donc il y a ce truc-là. Tu vois, on pense souvent au T-shape marketeur, etc. On pense au T-shape de tout. Et je pense que le bâton du thé est hyper important. Et la troisième, je pense qu'il faut pas négliger les relations. Tu vois, et pourtant je suis pas si vieux, mais je vois la diff avec je vois la différence quand tu prends le temps de nurture des relations avec des gens, quitte à pas nurture d'autres, tu vois. C'est hyper important. C'est parce que ça te suit sur ta vie. Au final, on va tous crever. C'est quand même cool que tu gardes des bonnes relations avec des gens, tu vois, au-delà du business. Donc, tu vois, moi, je travaille jamais avec des gens que je sens pas. Et je sais pas pourquoi je les sens pas. C'est hyper injuste, parce qu'ils viennent avec des super projets, des super trucs. Je sens pas le truc, donc je vais dire non. Et ça me fait mal, parce que je sais pas trop pourquoi, mais je veux pas me forcer à dire oui juste parce que tu m'as posé la question, tu vois. Et donc, par contre, les gens qui me disent, avec qui je sais que ça match et ça continue de matcher, mais tout mon amour, tout mon cœur, tout mon kiff, on fera des choses ensemble, quoi. Et on va kiffer ensemble, et on partira en vacances ensemble, etc. Et est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que t'aurais aimé que je te pose? Je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Je pense une réalité aussi, c'est être ok dans sa vie. Tu vois, en fait, sur ses fondamentaux. Je pense que tu vois, l'entrepreneuriat, c'est un truc qui vient, qui te détruit un peu, qui te met des coups de boule, tu sais, quand tu fais des abdos, ça te tape sur le truc, ça te met des droites et tout. Je pense qu'avoir des fondations solides, c'est cool. Donc, tu vois, peut-être avoir un chez-soi où tu te retrouves bien, peut-être avoir, je sais pas, un compagnon, une compagne avec qui t'es bien. Et en fait, avoir ce moment, peut-être que c'est juste avec toi-même, avoir ce moment de méditatif, et en fait, avoir une stabilité qui, malgré tout ce qui se passe dans ta vie, ça, c'est là. Et ça peut être ce qu'on veut, hein. Ça peut être une balade, ça peut être quelque chose, mais quelque chose qui te... Tu vois, comme le moment où tu te colles à ta mère quand t'es petit, je pense ce côté réconfortant qu'il faut que t'arrives à trouver quelque part dans ta vie. Et je pense que c'est hyper important. Moi, je sais que, tu vois, me retrouver chez moi, c'est quelque chose cool, avec qui je me dis, bon, peu importe ce qui se passe, tout va bien. Me retrouver avec ma compagne, c'est genre, hey, c'est bon, c'est le moment de pause, etc. Me retrouver tout seul, c'est un bonheur infini, parce que j'ai pas beaucoup de temps tout seul au final. Et avoir des moments où tu peux pas faire une pause, mais te mettre en opposition à tout ce qui se passe, c'est faire une petite bulle, quoi. Enfin, le premier apprentissage était un réapprentissage, et ça a été vent, et après tu vois, déjà. Et pareil, je te dis, c'était, parce qu'on l'a dit tout à l'heure dans le podcast, c'est pas dans le sens vends le plus possible, survends ton truc, ou je sais pas quoi. Parce que j'y crois pas du tout à ça, moi. Enfin,
on n'est pas des marchands de tapis, tu vois. Et puis j'ai pas envie de refourguer ma cam, tu vois. Je sais qu'on a un produit qui est excellent pour un certain type de personnes, donc c'est pas mon but. Mais par contre, si t'as envie de grandir, tu peux te démerder pour être le plus lean possible et réapprendre à être lean. Enfin, je trouve qu'être lean, tu sais, selon la définition, pour le coup, j'utilise un anglicisme parce que c'est selon la définition de lean startup de Eric Reyes, là. Mais apprendre, et je trouve que ça s'oublie assez facilement d'être cette approche lean quand tu commences à avoir un peu de sous et que tu commences à être assez gros. Donc ça, j'ai un peu réappris à être comme ça. Parce qu'on s'est planté, je pense aussi sur 2022, sur des sujets de croissance ou d'apport, particulièrement à Londres, où on a commencé, vas-y, full on, prend des locaux chers, il va sur des trucs qui, avant même de dépenser le moindre copec en marketing, quoi. Donc ça, je pense que c'était un bon, gros réapprentissage. Et le deuxième apprentissage, c'est la patience pour moi. Patient dans la vie. Je trouve que moi je suis un peu un fonceur, parfois je suis un peu tête brûlée, et puis j'ai envie de faire 1000 trucs à la fois, et le problème c'est que si t'as zéro on va dire garde-fou, je dirais zéro quelque chose, quoi, quelque chose qui te contrebalance, bah ça te revient dans la gueule en fait, parce que tes équipes tu vas finir par les tuer, quoi. Et donc mes équipes n'ont pas fait de burn-out, etc. Même si il y a des moments qui sont difficiles, où il y a des moments où il faut un peu cravacher, mais je veux rassurer tout le monde. Mais en fait, parfois à trop vouloir courir de lièvre à la fois, t'arrives plus à sprinter, quoi. Et donc un peu de patience de temps en temps, reprioriser et laisser le temps se faire. Je pense que le temps est ton meilleur allié, et en fait c'est un truc dans lequel on n'a pas nécessairement cette vision dans la startup nation, parce que tu veux faire vite, fort et gros, et parce que c'est plus sympa de faire vite, fort et gros. Mais pour faire gros, parfois faut pas aller trop vite, et pour faire fort, faut pas aller trop vite non plus. Voilà. Garder un équilibre, quoi. Faire les choses. Ouais, bien sûr. Je dis pas, le but c'est pas de devenir une tortue et d'avancer, tu vois, de dire ouais, vas-y, ce projet-là, tu penses qu'il prend 3 mois et du coup tu te prévois un battement de 9 mois, quoi. Non. Mais vitesse n'est pas égale précipitation, quoi. Et ça, je pense que c'est important de se le dire, et c'est important aussi d'avoir l'humilité de se dire que si tu t'es dit qu'un projet prendrait 3 mois, que tu sens que tu étais en retard, avoir l'humilité de te dire que pour tes équipes, tu vas peut-être pas nécessairement tenir absolument coûte que coûte ce 3 mois. Parfois, ça vaut peut-être un peu la peine de décaler d'un mois, que tout le monde souffle un peu, et que ton produit soit bien fait finalement, par rapport à tes requirements de c'est quoi ton minimum dans le minimum viable product, et du coup ton viable aussi. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Ouais. Et là, pour terminer l'échange, ça serait quoi les 3 conseils que tu aimerais donner là, 3 bouteilles à la mer, ce qui devient 3 conseils aux entrepreneurs qui nous écoutent? Alors, le premier conseil que je pourrais donner à tous les entrepreneurs, c'est soyez honnête avec vous-même. Passez du temps un peu à écouter vos tripes. Ça, c'est le premier conseil. Pourquoi? Enfin, je trouve que écouter faire son introspection et écouter son cœur, écouter ses tripes, ce que tu veux, écouter son fort intérieur, c'est ton driver, en fait. Et aller à l'encontre de ça, c'est aller à l'encontre de ta personnalité, c'est faire des choses qui ne te plaisent pas, et ça va se planter quoi qu'il arrive. Et donc être honnête avec soi-même, c'est important. Le deuxième conseil, c'est du coup ce qui suit de ça, c'est se faire confiance. Faites-vous confiance. Parce que si vous écoutez votre instinct, le premier truc en général qui se passe, c'est ouais, mais si je me plante, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est pas grave. Vaut mieux se planter en croyant vraiment au truc et en le faisant fort, parce que là, vous allez vraiment apprendre un truc, quoi. Donc ça, c'est ma deuxième bouteille à la mer. Et la troisième,
c'est apprenez et ayez l'humilité de pas savoir. Voilà, ça c'était et en gros ça vient de tout ça à tester des choses. Faut tester dans la vie. Il y a plein de choses il y a plein d'outils qui sont super chouettes et si je devais vraiment conseiller des outils à des entrepreneurs, c'est regardez le triptyque Zapier, HubSpot et Webflow pour ton CMS quoi. Ça c'est un triptyque qui marche très bien. Mais essayez plein d'autres trucs en attendant. Essayez des trucs sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise, essayez des trucs sur lesquels vous êtes à l'aise, mais poussez-les d'une autre manière. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine et si vous essayez des trucs sur lesquels vous n'êtes pas spécialement à l'aise, vous allez apprendre énormément de choses et ça va vous ouvrir sur énormément de trucs. Moi, je me suis ouvert sur plein de choses sur le GEDA, sur la façon de faire mon business auquel je croyais pas. Genre, tu m'aurais posé ce truc-là il y a 4 ans, je t'aurais dit laisse tomber, alors qu'en fait, ça vaut la peine. Et je pense que c'est déjà trois bons conseils, ouais. Ouais, on peut garder cette idée d'explorer sa curiosité, de la documenter, d'oser faire des choses exceptionnelles, d'oser les montrer. De plus avoir peur d'être fort, quoi. C'était fort, je pense que c'est une des leçons du Muay Thai. De prendre la responsabilité de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre la responsabilité de sa vie? Trouver sa quête, s'il y en a une. Une vie enthousiasmante, tout simplement. Une de mes meilleures décisions business cette année, ça a été de lancer ce podcast. Pourquoi? Parce que ça a été déjà, d'un point de vue branding, phénoménal. Niveau positionnement aussi, parce qu'aujourd'hui, ça a rendu vachement plus intelligible la catégorie et le mode opératoire qu'on est en train d'amener. Et parce qu'on est vraiment dans cette logique de création de catégorie. Et ça a donné en fait, ça a été ma décision à plus fort effet de levier cette année. Déjà, d'un point de vue marketing, comme je l'ai dit, on commence à avoir de plus en plus de monde qui nous écoute. On a dépassé les 200 000 écoutes là allègrement. Déjà, d'un point de vue opportunité aussi, parce qu'on commence à avoir de plus en plus ça m'a permis de faire du business avec des gens avec lesquels que j'ai reçus. Ça nous permet de générer de plus en plus de leads. Ça a été timide pendant un moment, mais là, ça commence à arriver. Donc, il y a un vrai effet cumulé, en fait, qui est très intéressant avec le podcast. C'est vrai que d'ailleurs, le podcast, toi, t'as attendu quand même le bon moment. C'est vrai que nous, on a une vision où le podcast, faut qu'il y ait vraiment une première communauté avant de le lancer, pas le lancer vraiment au tout début. En tout cas, c'est notre vision pour éviter qu'il y ait en fait une croissance beaucoup trop faible et qui nous désespère et qui nous donne envie d'arrêter quoi, tout simplement. En fait, pour moi, c'est un canal qui est intéressant à ce niveau-là parce que dans une logique de création d'un média, en fait, un média, c'est quoi? C'est l'amalgamation entre 3 briques, entre 3 typologies de canaux. C'est canaux viraux, LinkedIn, TikTok, Twitter, Short, ce que tu veux. Des canaux à fort effet cumulé, dont le podcast fait partie. Donc, tu as YouTube, le SEO et le podcast, les grandes familles. Et après, tu vas avoir ta base email, newsletter qui te permet d'être résilient et qui te permet de posséder ton audience. Pour moi, c'est vraiment fondamental d'avoir les 3. Et en fait, moi, ce que je recommande, c'est vraiment, et ce qu'on a fait, c'est vraiment de commencer par créer une audience sur à minima un canal viral. Qu'ensuite, qu'ensuite tu vas pouvoir ramener en mode distribution sur ton podcast. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Et ce qui fait que toutes les semaines, on pousse l'épisode principal de la semaine, parce qu'on en a plusieurs qui sortent chaque semaine. Et ça nous a permis de très rapidement nous positionner sur les plateformes, d'être poussé par les algos et de générer beaucoup d'écoutes, quoi. Et alors qu'au début, si on s'était lancé comme ça et que personne nous avait connus, la découvrabilité du podcast, elle est très, très compliquée à aller chercher en organique. Et donc, la distribution, pour moi, elle est essentielle pour un podcast. Quand t'as ce momentum, faut le garder, quoi. Exactement. Et donc, et en fait, là, le podcast, ça a été un énorme effet de levier pour moi parce que, déjà, d'un point de vue contenu média, comme je te l'ai dit, marketing, ça a été fou. Mais aussi parce que, ça a été une vraie, c'est un des moments de la semaine où la partie R&D avance le plus, l'air de rien. Et justement, en termes de R&D, toi, sur les apprentissages, en gros, déjà, j'ai compris que tout est fractal. Donc tout est fractal pour moi à l'échelle de l'univers, tu vois, à l'échelle cosmique, tout est fractal, c'est-à-dire que ce que tu vas observer à sa petite échelle, tu vas l'observer à l'échelle micro, tu vas infinitésimale, tu vas l'observer à l'échelle de l'infiniment grand. Et dans les dynamiques, pas dans la physiologie observable du truc. Et
Et donc en fait, c'est là que j'ai, tu vois, tout à l'heure, le premier apprentissage que je vais te partager, c'est celui dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. C'est le fait que au bout d'un moment, l'entrepreneuriat, t'as une partie qui, comme tout, parce que on est dans un environnement extrêmement chaotique. T'as une grosse partie de ton succès qui va être imputée au chaos, donc à ta chance, à ta malchance, aux rencontres que tu vas faire, à ton capital de départ. Socio-économique, culturel, tout ce que tu veux. Ça, c'est une certitude. Ouais, ça joue. Par contre, tu vas être en mesure de faire des choses et d'atteindre un certain minimum symbolique, quoi qu'il arrive, quel que soit ton, sauf exception. Enfin, je parle encore une fois dans un contexte, dans le contexte d'une économie prospère avec un minimum d'opportunités dans laquelle on vit. Hein. Il y aura toujours des exceptions. Là, je suis pas en train de parler de façon universelle, clairement pas. Mais en France et dans une société similaire à la France, en ayant un minimum de compétences business élémentaires, tu peux faire quelque chose quoi qu'il arrive et tu peux atteindre un résultat vachement intéressant. Et pour moi, en France, n'importe qui, avec suffisamment de maîtrise sur les sujets dont on a vu parler tout à l'heure, vendre, régaler, peut aller chercher son 10, 15 cas mensuel. J'en suis persuadé. Donc, et ça, je l'ai observé en discutant. Deuxième chose, j'ai un truc qui m'a marqué chez chez tous les entrepreneurs avec lesquels j'ai discuté, c'est ils ont tous, et là donc ces entrepreneurs avec qui j'ai discuté, donc nécessairement que leur boîte marche, tous sont extrêmement humains. Et pour eux, l'aspect culture est fondamental. Ils le verbalisent pas tous comme ça, mais c'est tous des gens foncièrement que tu sens foncièrement portés sur les gens avec lesquels ils bossent et ils sont là pour faire du bien autour d'eux. Et peu importe leur personnalité, tu vois, on a plus introverti, plus discret et tout, mais ils ont tous compris que leur boîte, en fait, leur boîte, c'est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Ils l'ont compris en fait. Et donc ça, c'est un truc que j'ai observé. Et troisième truc, alors il y en a pas mal qui se bousculent dans ma tête là, mais troisième truc que j'ai observé, c'est que j'ai le côté satisfaction client qui me vient, c'est-à-dire vraiment mais t'en as pour qui l'air de rien c'était un peu moins prégnant, mais le fait que c'est des mecs c'est des entrepreneurs qui ont pas peur de se réinventer. Ouais. Qui ont pas peur de se réinventer et qui ont pas peur de tout revoir de zéro. Un des plus spectaculaires que j'ai vu, c'est Raphaël Laverne de Totem, qui du jour au lendemain a perdu 95% de son CA au premier confinement et qui a dû complètement se réinventer, ou qu'aujourd'hui a une boîte qui pèse 2 fois plus qu'à l'époque. Tellement le pivot extrêmement violent et agressif qu'il a dû subir, qu'il a dû faire, lui a été bénéfique, quoi. Et donc ça, c'est un truc que j'ai observé. Et d'ailleurs, je te retourne la question. Toi, cette année, c'était quoi tes 3 gros apprentissages? Mes 3 apprentissages cette année, c'est de déléguer, de savoir déléguer. Ça, je pense que c'est un art. T'as envie de tout maîtriser, t'as envie de tout gérer. On en a beaucoup parlé et c'est vrai que c'est une grosse frustration. Donc, quand t'as des équipes qui arrivent à réellement prendre le sujet et toi, en fait, te sentir serein de faire cette passe D, de leur donner le drapeau, ça, je pense que c'est hyper important. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a vraiment le plus aidé en tant qu'entrepreneur. Donc ça, c'était vraiment très très cool. Gros apprentissage à ce niveau-là. Deuxième apprentissage, moi, je dirais que c'est vraiment sur ce côté développement de produits, vraiment d'être le plus à l'écoute possible de notre clientèle, de notre audience aussi, de toutes les personnes qui sont présentes dans le média. Ça a été un gros plus, parce que forcément, plus tu es proche de tes clients, plus tu leur adresses la bonne solution. Donc ça, c'est vraiment deuxième gros apprentissage. Troisième, c'est qu'en fait, on peut clairement allier le fun et le travail. Et ça, je trouve que c'est c'est le kiff, quoi. T'arrives au boulot, t'es entre potes, tu te prends pas la tête. Tout le monde a cette envie de progresser, de tout développer, c'est de se dire que travailler, c'est clairement possible de le faire en s'amusant, et ça même avec une croissance qui est présente, quoi. Donc voilà mes trois gros apprentissages.